Alors, bienvenue au Eric Zone Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Guillemette, qui est entrepreneur, instigateur de changement avec les nouvelles valeurs entrepreneuriales qui sont en respect avec l'environnement. Salut Alexandre. Salut Eric. Ça fait plaisir que tu sois là, vraiment. J'avais hâte qu'on se jase. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier les gens qui partagent le podcast, qui likent les vidéos. C'est vraiment important pour les créateurs de contenu d'avoir votre appui. Allez sur baladoquebec.ca, c'est là qu'il y a plusieurs podcasts québécois. Ensuite, ça s'en va sur iTunes. Pour ceux qui l'écoutent sur iTunes, vous pouvez aller sur YouTube. C'est exactement un podcast vidéo principalement. Donc, allez sur YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous au podcast. Ensuite, ça s'en va sur Facebook. Allez liker Facebook, la page d'Eric Zone Podcast. Partagez les vidéos. Merci à tout le monde de votre appui. Alors, Alexandre, bienvenue au podcast. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Est-ce que tu pourrais, peut-être on va commencer, tu pourrais me présenter un peu ce que tu fais? En fait, moi, il y a à peu près 10 ans, quand j'ai voulu commencer à déplacer la norme, maintenant, je le vois plus clairement, mais j'ai pris plusieurs segments pour y arriver. Autant l'habitation, l'alimentation, transport, énergie aussi éventuellement, mais tout l'aspect aussi spirituel. Ça m'a emmené jusqu'à aujourd'hui à avoir B-Transition, qui cherche à activer, accélérer la transition socio-écologique avec toutes sortes d'innovations qu'on va mélanger ensemble à travers des modèles émergents qui amèneraient une rupture ou en fait un point de bascule dans la société. Ça veut dire qu'on s'imagine, je ne sais pas moi, une balance, mais la masse est d'un côté. On veut qu'il traverse le centre pour arriver, pour que le poids change de côté. Ce nouveau côté-là, en fait, ce serait une économie viable, une société aussi résiliente, où est-ce qu'on aurait des valeurs différentes. Fait qu'au lieu que ce soit la compétition, on irait vers la symbiose. On irait vers des aspects de donner au suivant. On irait vers des aspects de mesurer l'impact non seulement économique, ou même qui serait peut-être relié à la fin, mais on s'assurait d'avoir un impact positif au niveau social, environnemental. Fait que tous les projets iraient en ce sens-là. Puis on se trouve à créer un nouveau paradigme, en fait, le monde de demain. Fait que pour y arriver, moi, j'ai décidé de prendre l'entreprise privée qui crée divers projets, dont le dernier projet phare qui est Marché B, en fait. Donc, c'est une plateforme collective, transactionnelle, qui cherche à mettre en place des acteurs du changement pour rendre accessibles des produits et services, entre autres pour la transition. Fait qu'on a intégré aussi une monnaie locale pour permettre justement une nouvelle réalité. Donc, les gens peuvent aller voir marcheb.ca pour avoir toutes les informations. Oui. Et tout ça, là où tu en es aujourd'hui avec ce projet incroyable-là, comment tu as fait pour te rendre là? C'est quoi ton évolution? On peut peut-être retourner au départ, parce que c'est pas juste un projet. Dans une vie, on fait quelque chose, mais il y a tellement de projets connexes, il y a tellement de trucs en parallèle qu'il faut faire pour pouvoir amener à terme d'autres projets. Oui. C'est comme si, en fait, l'entreprise qui, au départ, était Webmotique en 2008, en fait, les premières activités, il y a 12 ans passés, est devenue Webmotique vers 2010, B-Transition en 2017, donc 7 ans plus tard. Puis là, Marché B est un nom complémentaire de la compagnie, qui va peut-être donner un OSBL un jour, mais en fait, c'est la même entreprise qui s'est transformée pour s'adapter aussi à ce que je percevais comme nécessité pour transformer le monde. C'est qui tes inspirations? Est-ce que tu as des inspirations? Tu parlais tantôt. Oui, c'est sûr que Margaret Mead, que je finis ça mes conférences en disant ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde. C'est toujours comme ça s'est produit. T'sais. Sinon, Albert Einstein, c'est sûr que oui, il y en a plusieurs. Tu as aussi, pas nécessairement une citation, mais Gunther Pauli, qui en fait, Gunther Pauli, c'est la personne que le Japon a engagée pour décrire le protocole de Kyoto, entre autres. Aujourd'hui, quelques années plus tard, il est relié à 3000 scientifiques puis il crée vraiment des projets de rupture basés sur la nature. Donc, il a créé, en fait, la Blue Economy, qu'il l'appelle. Donc, c'est local, zéro déchet, zéro émission. Puis c'est vraiment des projets souvent de rupture qui transforment totalement peu importe les endroits où il va passer. Sinon, c'est sûr que Gandhi, d'être le changement qu'on veut voir dans le monde, fait que ça motive aussi mon intérêt à tout ce qui est projet de recherche-action. Parce que j'ai beau faire des recherches, connaître des choses, peu importe, mais si je ne vais jamais les intégrer,
et jamais créer les actions, pour moi, ça manque de sens. On vit vraiment dans une époque incroyable de l'Internet. Imagine s'il n'y avait pas eu Internet, on serait foutus aujourd'hui. C'est quoi, il y aurait un réchauffement planétaire, climatique, on ne l'aurait jamais vu arriver. Oui, on n'aurait jamais eu la chance de se connecter en temps réel pour unir nos forces de façon démocratique, en fait, accessible. C'est vraiment ça, je crois, vraiment, là, un des piliers technologiques qui est encore sous-exploité, mais qui commence à l'être de plus en plus avec l'open source, entre autres. Ouais. Mettre notre savoir en commun, puis non, c'est le fun à voir, autant qu'il y a des défis énormes à relever, mais autant qu'on sent que la population s'éveille, puis a aussi des impulsions citoyennes, en fait, comme tu as eu, comme j'ai eu aussi. Oui. Comment on fait pour atteindre ça, de cette espèce de prise de conscience-là? Il faut avoir une leçon d'humilité dans sa vie où c'est qu'on prend conscience de ce qui est en train de se passer, on s'informe, puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne peut pas continuer dans cette voie-là. Il faut absolument que moi, dans ce que je vais faire dans ma vie, je dois inclure cette réalisation-là. Je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui vivent des grosses épreuves, ça crée des ruptures. Il y en a que c'est progressif. Moi, je pense que ça a été vraiment progressif. C'est un éveil progressif un peu sans arrêt, je te dirais, qui a commencé avant que je sois en affaires, quand j'étais entrepreneur. Donc, là, j'avais un entrepreneur, t'es un employé, mais tu agis un peu comme un entrepreneur sans avoir toutes les responsabilités. Moi, j'ai découvert ce terme-là en cherchant un peu pourquoi j'agissais de telle façon, d'assez intense, très, très engagé. Puis j'ai découvert ce terme-là. Puis en lisant la définition, ça a fait « OK, je suis un entrepreneur ». Attends, peux-tu me répéter c'est quoi entrepreneur? Parce que un entrepreneur, c'est une personne souvent qui est dévouée, on pourrait dire au-dessus de la norme, qui va au sein d'une entreprise comme employé, souvent donner beaucoup plus ou s'engager beaucoup plus. C'est des gens qui vont vouloir entreprendre à l'intérieur des entreprises, en fait. Moi, j'ai découvert dans mon cheminement, puis pour après ça, découvrir que les entrepreneurs, ils ont leur business, mais je viens pas d'un monde nécessairement d'entrepreneurs, donc j'avais pas de modèle de gens en affaires. Fait que j'ai découvert en cours de route que les entrepreneurs, ils sont comme moi, puis ils veulent plus, ils vont être toujours limités par la direction, par les dirigeants. Fait qu'à peu près 10 ans, en 2010, ça a été un peu ça, mon action pour passer à l'action, c'était de sauter dans le vide avec mon entreprise, de devenir consultant, puis de ne pas avoir de source de revenus assurée. Fait que je suis passé d'employé entrepreneur, on va dire, et que j'ai dit à mon patron, OK, ben là, je deviens consultant, puis là, on s'entend, le salaire, il a peut-être pas doublé, mais il était quand même pas mal plus élevé. Parce qu'il n'y avait pas d'assurance sociale, rien du tout. Là, fait que j'évaluais un peu sur le marché qu'est-ce que ça valait. Fait que pour l'employeur qui m'engageait comme employé, qui voulait pas me perdre, parce que je l'ai appris un peu tu étais là pour le chapeauter, puis l'aider, puis l'appuyer à un niveau où c'est que lui, il n'avait jamais eu cette aide-là. Oui, tu sais, quand tu pars, mettons, j'étais à Montréal à l'époque, puis tu regardes les métros pour pas que ça ferme, pas être pris pour prendre le taxi, mais t'es employé encore, un vendredi soir, mettons. Puis t'as le directeur d'opération souvent qui reste avec toi. Fait qu'on était quelques-uns, puis des fois dans des roches, mais tu sais, j'avais remarqué depuis très longtemps que t'as des gens que c'est 8 à 5 sur leur travail, c'est correct aussi. Mais moi, c'était toujours plus. Fait qu'à un moment donné, mais c'est quoi que t'en retires, toi? Ben, j'en retire c'est un trip, t'es passionné. Dans le fond, c'est ta passion. Parce que toi, je le vois tout de suite, t'es un passionné avec tout ce que tu fais. Là, Puis, ben, c'est parce qu'à un moment donné, en vieillissant, tu peux voir les scénarios qui se répètent. Moi, dans le fond, j'ai toujours été en innovation toute ma vie. Peu importe où je me ramasse, dans tous les domaines, en fait. Je pourrais les expliquer tout à l'heure, tout ce que j'ai touché en 12 ans de recherche. Mais la même passion se réactive, le même enthousiasme, le même engagement. Fait que, contrairement à certains qui vont dire des fois, garde le focus, prends un sujet, puis deviens un expert là-dedans, ben moi, je vais changer dès que j'ai atteint un niveau assez avancé, on va dire. Ouais. Puis là, ça devient comme un sac de billes que tu rajoutes des billes. C'est pour ça, à travers le temps, j'ai autant bâti ma maison que fait un projet pilote Uber avant Uber, il y a 12 ans. J'étais à l'université, mon projet de fin d'université à l'UQAM. Sérieux? Je te jure, j'avais pris une nouvelle technologie, j'avais monté un prototype, on était 3 dans l'équipe. Fait qu'il y en a un qui n'avait jamais programmé. Fait qu'on lui a dit, moi j'ai dit, ben fais ce que tu veux, ce que tu peux, amuse-toi. Puis l'autre qui était en jeu vidéo, qui était assez avancé aussi, lui m'a aidé avec la Google Maps, tout ça. Puis l'idée, c'était vraiment, là, puis on parle de ça 2008, là, cliquer sur un point A, sur un point B, puis dire à quelle heure on va embarquer au point A, c'est tout. Là, j'avais l'aspect des bornes tactiles. On était en train de programmer des systèmes
à clavier, que très peu maintenant, téléphone public. Là. Ah ouais. Avant les cellulaires, il y avait téléphone public gratuit. Non, pas gratuit, il fallait que tu payes, mais on pouvait greffer des systèmes qui ne coûtaient rien puis faire nos tests. On était rendu en train d'identifier la personne qui a un mot de passe. Puis là, moi, je veux que les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas accès à la technologie puissent se retrouver en lieu public, caler son taxi, on va dire, Uber québécois, mais par emplacement. Avec le clavier. Fait que le A, ou le 1, c'est ABC. Il aurait fallu trouver un moyen, là. Ouais. Mais peut-être qu'il y aurait T'étais en avance carrément. Fait que là, l'université à l'UQAM, ils ont pris mon projet de fin d'études, ils en ont fait une entrevue pour le bac en sciences, en fait, le département des sciences. Puis ils ont démontré un peu pour attirer des nouveaux étudiants. Fait que ça a commencé un peu, là, vraiment un premier projet concret. Ça, c'était en quelle année, ça? 2008. 2008. Wow. Fait que ça veut dire que j'étais quand même rendu à, mettons, quasiment 27 ans. Mais avant ça, j'avais travaillé pour une entreprise, un de mes premiers emplois qu'on avait créé, on avait informatisé les lois et règlements du Québec. Donc, la mise à jour des lois et règlements du Québec, il n'y avait pas rien. Donc, c'était du code, on va dire neutre, là, qui était du HTML, mais il n'y avait rien de dynamique là-dedans. Fait que l'entreprise qui avait créé un peu, on va dire, comment je dirais ça, le dictionnaire de données de la structure des lois et règlements du Québec. Nous, on avait accès à ça. Fait que c'est comme si on dit, voici la loi, comment elle est organisée. On donne carrément le dictionnaire. Nous autres, on programmait avec ça. Fait qu'on savait que les articles de loi s'interbriquaient de telle façon, sans être des juristes ou au niveau légal. Ça fonctionnait avec les mots-clés ou juste en HTML? Il y avait la recherche par phrase, par paragraphe, par texte compris. Fait que le moteur de recherche qu'on programmait à l'époque, on se ramène en 2003-2004, il fallait indexer, comme un peu Google, il fallait décrire qu'est-ce que tu as indexé. Puis moi, je me souviens, une section de code que j'avais faite, c'était vraiment une phrase, c'était un segment. Le paragraphe, c'était un segment. Puis, mettons, le chapitre, c'était un segment. Fait que quand le citoyen, en fait, j'allais dire consommateur, quand le citoyen cherchait en ligne, ben, il pouvait sélectionner où est-ce qu'il voulait pointer sa recherche, puis avoir l'information en conséquence. Fait que déjà là, ça, c'était très avant-gardiste. Après ça, à l'université, Uber avant Uber. Puis ça a continué comme ça dans plein de domaines depuis au moins 12 ans. Mais à l'origine, au départ, je veux dire, dans ta vie, comment est-ce que tu as fait pour te rendre à être passionné comme ça? Est-ce que tu as une façon, de la nutrition, comment que tu t'alimentes? T'es un vrai passionné, tu as une énergie... Que moi, en fait, j'ai cherché pendant 12 ans dans le système médical conventionnel, là. Donc, psychologue, psychiatrie, neuropsychologie, médecin de famille, travailleur social. Étant donné qu'ils ne trouvent rien, aucun trouble mental, aucun trouble physique, ben moi, ça me porte à croire qu'ils n'ont pas les réponses. En fait, ça me portait à croire. Puis, un jour, ben, j'ai décidé d'ouvrir une porte que je croyais pas avoir besoin d'ouvrir ou que je voulais pas ouvrir. Parce que tout ce qui est spiritualité, pour moi, j'avais pas de religion, puis je voulais pas de religion non plus. Mais la spiritualité, pour moi, ça restait un peu un genre de tabou que je me disais, si j'ouvre ça, ça finira jamais parce que c'est le monde invisible. Mais en fait, en 2018, moi, j'ai une lecture d'âme. Une lecture d'âme, c'est une personne qui se connecte sur ton âme puis elle va te dire ce que ton âme peut ou pourrait te dire, ou qui te dit carrément. Puis ce qui est particulier, c'est que cette personne-là, je la connaissais déjà, c'était le père d'un de mes amis. Quand j'ai annoncé que j'allais faire mon cours d'entrepreneur général, j'avais encore l'air encore fou, impossible, pas d'argent, pas de temps. Mais ça s'est fait. Fait que là, lui, il m'a dit « Ah, j'aimerais te rencontrer, tout ça. » Fait qu'il monte un terrain unique, puis il dit « Ben, si tu le veux, je pourrais te le vendre. » Puis il n'avait jamais proposé à personne une forêt protégée depuis 25 ans. Ah ouais, pour vrai. Fait que là, j'explique mon parcours. Là, on était en 2017, je crois, ouais, automne 2017. Puis là, j'explique que je comprends pas trop où je prends mon énergie. Là, tu parlais de passion, d'où que ça me vient. Mais moi, je cherchais, là, comment ça fait que je réussis à passer plusieurs nuits blanches en travaillant un peu comme pour les autres, en faisant de la recherche, en ayant un engagement citoyen qui dépasse... les limites. Tout ce qu'on s'imagine du système. T'sais, on s'imagine que quelqu'un va faire quelque chose toujours motivé par l'argent ou par une passion. Tu fais ton 9 à 5, puis après ça, tu rentres chez vous, puis tu te couches. Là, Fait que ça, moi, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je comprends aujourd'hui, c'est peut-être un appel... de l'âme ou un appel tellement fort que ça m'amène malgré tout dans cette direction-là, mais que c'est profitable pour tout le monde. Donc, ça m'a amené à avoir une lecture d'âme de cette personne-là qui disait, ben oui, je fais des lectures. Puis il dit, tu viens t'asseoir, je te dis ce que tu veux savoir sans que tu poses de questions. Mais je savais pas qu'il était médium. Fait qu'après ça,
Je m'en vais chez lui, au sous-sol, un foyer de bûche, tout ça, très chaleureux. Ouais. Sa conjointe qui me dit « Ah, c'est ta première fois. » Elle dit « Heureusement, tu vas l'enregistrer, puis tu vas pouvoir le réécouter plusieurs fois après. » Elle m'explique, elle, son cheminement. Elle dit « Moi, je le croyais pas, mais là, maintenant, tu vois, je fais des traitements énergétiques, je fais plein d'affaires. » Fait que là, moi, j'ai découvert l'histoire du médium aussi, comment il a développé ces capacités-là. J'ai contacté sa formatrice qui l'avait formé il y a 10 ans passés pour qu'il puisse faire les lectures d'âme. Puis, veut pas, quand quelqu'un me parle, mettons 45 minutes, sans que tu poses des questions, puis il dit des choses qui vont vraiment te rejoindre au plus profond de toi, tu te dis, mais comment cette personne peut le savoir, tu sais? Fait que je te dirais qu'en 2017, tu sais, après un test de neuropsychologie qui a duré 7 heures, c'était un peu la fin de mes recherches dans le système médical courant ou conventionnel. Ah oui, t'es allé jusque-là, genre un test neuropsychologique juste pour voir l'énergie d'où c'est qu'elle vient? Oui. Ah ouais. Parce que faut comprendre, soit moi, je le vivais comme une perte de contrôle. Fait qu'avant 2017, pour moi, j'étais un mouton noir, je dérangeais, j'étais différent, je passais des nuits blanches, puis je savais pas trop comment je réussissais à faire ça. Puis les gens, ils sont toujours dans le négatif de dire « Hey, c'est risqué, attention au burn-out, tout ça. » Mais là, quand tu regardes le cheminement, puis tu regardes comment tu as été toute ta vie, tu te rends compte que c'est une façon d'être, c'est une énergie qui est là, qui va toujours être là. Surtout quand tu la portes, mettons, dans les sports, en entrepreneuriat, en politique, dans les conférences, peu importe quoi. Fait que tu te rends compte que c'est la même personne dans différents environnements. Puis là, tu peux percevoir toutes sortes des corrélations. De corrélations, oui. Ouais. Mais il y en a du monde qui sont vraiment, entre guillemets, puissants, là, qui ont une énergie vitale inépuisable, puis ils sont en mesure de fonctionner à une échelle où les autres sont complètement impressionnés, intimidés. Hier, j'ai enregistré un podcast avec David Gauthier, puis on parlait de Louis XIV, puis Louis XIV, il a vécu 74 ans au 17e siècle, fait qu'imagine à cette époque-là, 74 ans, puis lui, il était plus grand que nature, mangeait tout le temps des repas incroyables, vivait avec la fenêtre ouverte été, hiver. C'était vraiment un plus grand de nature, puis je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. C'est biologiquement, il doit y avoir une explication de ça, mais... Ouais, moi, dans ma conception, de l'être humain, là, on est tous égaux, on a toutes les mêmes capacités, sauf que certains trouvent leur chemin. C'est peut-être ton type de sang, toi. Peut-être tu as un type de sang qui absorbe plus les nutriments. Peut-être que ton alimentation, ta diète, ce que toi, tu consommes, ça a un impact encore plus important sur ton système biologique que d'autres personnes. Peut-être aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le pourquoi au fond de moi, pourquoi je fais les choses, qui me donne un genre d'énergie inépuisable, mais j'arrive pas à tracer les contours, tu sais. Il y a peut-être ça aussi, mais... Puis... Parce que tu es un passionné, tu as de la compassion, tu es quelqu'un qui va réfléchir au sort de l'humanité, puis toi, ça te motive à vouloir prendre action dans tout ce que tu entreprends. Dans ma conception des choses, dès qu'on a la chance d'avoir un nid, un toit sur la tête, de manger un minimum. Moi, je considère qu'on est redevable pour ceux qui n'ont pas cette chance-là. Fait que moi, je suis dans un concept un peu de minimalisme, de décroissance, afin de pouvoir générer de la richesse pour les autres. Et non de me générer un maximum de richesse. Fait que c'est un peu à l'inverse de tout ce qu'on voit. C'est pour ça que il y a une époque, j'étais peut-être rendu à 100 000 $ de consultation par année, puis je suis tombé sur la pauvreté plusieurs années. Puis c'est pas parce qu'il est arrivé un accident. Mais c'est cet appel de citoyen-là, vers plus grand que soi, m'a amené à être bénévole des fois quasiment des semaines complètes. Pendant que j'avais une compagnie à gérer aussi. Parce que ça fait 10 ans que j'ai ma compagnie. Mais peut-être tu as l'instinct de survie aussi. Parce que toi, dans ton rationnel, tu as calculé, tu anticipes que dans 10 ans, 20 ans, il va y avoir comme les saisons de tornades, il va y avoir 2 tornades en même temps, comme ils viennent juste d'annoncer, l'acidification des océans. Toi, tu l'as calculé, peut-être que c'est ça. Mais il y a 12 ans passés, je te dirais, ma vision, c'était vraiment d'amener la transition au niveau de l'habitation, alimentation, transport, énergie, santé, incluant la spiritualité. Sauf que tu fais ça tout ça en partant, c'est impossible. Sauf que si tu vas segment par segment, puis chacun rajoute de la force au tout, qui est finalement, tu sais, ça s'appelle B-Transition, mais j'ai plusieurs noms de compagnies greffés dans la même compagnie. Si tu regardes, mettons, Marché B, qui est un Amazon québécois qui intègre une monnaie locale, c'est unique, mais c'est comme une extension de ce qui était déjà en cours.
C'est dur à définir, là, mais moi, mes réponses, je les trouve surtout par les gens qui ont des capacités spéciaux, des médiums, tout ça, qui apportent des réponses, en fait. Parce que dans le système, actuellement, je trouve où est-ce que la masse critique... Ah, il y a des lacunes, là. Non seulement, moi, je pense que je suis très, très sensible à ça, qui m'a porté aussi à vouloir faire des grandes choses pour déplacer la norme, en fait. Si j'ai une phrase à dire là, qui serait très importante, c'est surtout ça que je cherche à faire, c'est déplacer la norme. Fait que pour la déplacer la norme, il faut quand même la comprendre dans plusieurs domaines. Il faut après ça identifier des innovations ou les créer. Il faut créer un réseau de contacts, tout horizon confondu, qui va aller chercher l'humain et le pourquoi des gens. Puis c'est un peu là-dessus que je développe en affaires, ce qui est peut-être moins commun. Tu sais. Les gens vont regarder une opportunité d'affaires, puis des fois, on va la calculer au niveau économique, au niveau souvent économique. Mais moi, c'est toujours humain. Oui, bien, aujourd'hui, les nouvelles tendances entrepreneuriales, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que c'est pas seulement que d'être un capitaliste, puis de faire de l'argent, puis générer du revenu. C'est d'avoir aussi à inclure dans son entreprise, c'est d'avoir un aspect, un volet de conscience, d'humilité, puis d'injecter des valeurs importantes dans cette entreprise-là. Puis ça, c'est ce que tu entames, puis le calcul que tu as fait dans toutes ces... qui t'a rendu à prendre conscience de ça. Tu es un avant-gardiste, dans le fond. Je veux pas dire Elon Musk, c'est un gros nom, ça, mais ça ressemble beaucoup à ça. Tu es un passionné, tu t'arrêtes pas, tu es toujours inspiré, puis tu as plein d'énergie. C'est ça. Comme j'ai eu une entrevue à un moment avec le journal, puis ça a fait la première page du journal, puis ce qui m'avait marqué, c'est que effectivement, dans l'entrevue, je me prononçais sur la retraite. Puis moi, j'y crois pas du tout, en fait. Pour moi, c'est juste un concept, c'est une illusion, en fait. Parce que tu n'arrêtes pas de vivre à ta retraite. T'sais. Fait qu'en fait, si on me donnait tout l'argent du monde, je ferais exactement la même chose, mais j'aurais beaucoup plus de levier. Fait que même quand les gens, mettons, au niveau des programmes d'assurance vie, puis ils regardent, bon, ben, à quel âge je vais arrêter de travailler, je n'arrêterai jamais de travailler. Pour moi, c'est même pas un travail. C'est comme un peu une genre de mission. Puis à vrai dire, à l'époque, en créant ma compagnie, c'est que je voulais un genre une structure sur laquelle je pourrais me baser puis utiliser. Puis c'est pour ça qu'en plus, en prenant l'entreprise privée, qui est une société d'action fédérale, ça me permet d'avoir un genre de contenant sur le territoire du Canada, en pouvant aussi démontrer que l'entreprise privée peut aller vraiment très, très loin. Puis encore là, faire différent des autres. Donc, tu sais, jusqu'à dévoiler, mettons, publiquement mes 10 dernières années de revenus personnels et d'entreprise. Puis là, l'idée serait aussi, exemple, de mesurer l'impact généré dans ces 10 années-là par le temps qui a été donné et faire un tout cohérent, tu sais. Au lieu de regarder juste une branche, mettons, de l'entreprise, puis de dire, ah, voici, c'est viable, c'est fonctionnel. Je prendrais comme toutes les branches pour dresser un portrait des 10 dernières années. Puis je crois qu'en faisant ce travail-là, avec transparence, peut-être en le dévoilant, puis en inspirant peut-être des gens, ce serait d'en amener d'autres à faire ça aussi. Qu'on puisse découvrir, mettons, tel individu, OK, il est rendu là, mais voilà son parcours des 10 dernières années, puis souvent, les chiffres sont tabous. Fait qu'encore là, moi, je voudrais déplacer la norme pour qu'on puisse y avoir accès publiquement. Donc là, tu sais, exemple... La transparence. Oui. Qui serait comme une espèce, tu sais, les OBNL, ils n'ont pas le choix de dévoiler leurs chiffres, mais imagine que l'individu dévoile ses propres chiffres privés. Là. Ça va vraiment très loin. Fait que ça t'amènerait à voir les actionnaires ou les dirigeants d'entreprise vraiment avec transparence, puis en sachant en détail, ou en tout cas certains détails de leur histoire passée. Fait que quand t'as pas de squelette dans le placard, t'as pas rien à cacher, tu peux permettre de faire ça. Fait que ceux qui vont le faire à moitié, qui vont plus ou moins oser, vont peut-être se poser des questions ou il n'y aura quasiment rien qui va être dit. Donc, on pourrait avoir en fait un marqueur d'impact là, pour les dirigeants qui serait vis-à-vis de leur transparence puis l'autodivulgation, on va dire, de leur portrait économique personnel. Parce que ça, cette idée-là, dans le futur, les économies futures, puis c'est ça que toi t'apportes sur la table, il y a ça, cette réalité-là de la nouvelle économie du futur, un ajustement par rapport au capitalisme corporatif, mais il y a aussi la valeur morale, c'est un capital. Puis c'est ça que tu proposes un peu à travers ça, au travers de cette approche-là. En fait, tu sais... Parce que la richesse intellectuelle, la richesse morale, ça a une importance. Exactement. Ça, généralement, ben c'est ça, ça prend pas assez de place dans l'équation. C'est comme si... Même en développement durable, on se dit, OK, l'économie marche, ça fonctionne. Puis là, on fait un peu de social, on fait un peu d'environnement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais le faire coûte que coûte,
Puis la réalité, là, c'est que ça a fonctionné. Je dis pas là, que tout est rose, loin de là. Il y a plusieurs défis, il y a plusieurs impacts qu'on peut percevoir négatifs. Mais moi, je le vois comme un cheminement. Puis ça démontre que quand tu oses faire quelque chose qui paraît impossible, coup après coup, tu les alignes toutes. Mettons, tu fais du bénévolat la journée que tu n'as pas l'argent pour payer ton hypothèque. Tu découvres que tu peux négocier pendant 2 mois de retard d'hypothèque. Chaque fois que tu es au bord de la limite, puis que tu oses faire un pas ou tu oses en fait t'écouter la petite voix intérieure. Moi, souvent, c'est l'appel citoyen qui me porte à passer à l'action. Bien, généralement, en fait, depuis 10 ans, je pourrais dire, il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que ça fonctionne. Que ce soit l'autoconstruction de la maison. Tu n'as pas le capital pour que les banques acceptent. Bien, on a fini par trouver le moyen d'acheter un terrain et les banques ont accepté, mais là, c'était vraiment la limite. On avait 3 banques, il y en a 2 qui ont refusé. Desjardins ont accepté. Encore là, c'était la limite. Si Desjardins refusait, ça faisait tomber notre entente avec Bonneville. On avait réservé la maison 2 ans d'avance. On aurait sûrement perdu beaucoup. Ça, c'était pas une maison verte, là. Parce que je sais, Benoît Deschamps, lui, c'est ça, c'est le prétexte où il a fait affaire, était le premier à faire affaire avec une banque pour le Earthship, pour le Earthship, la maison de pneus. Exactement, oui. Lui, c'était vraiment poussé à l'extrême. Saint-Mathieu-du-Parc, à Saint-Mathieu-du-Parc. Ouais. Moi, dans la fois, j'étais dans la recherche de sur quels critères on se base pour bâtir écologique. Puis moi, j'ai découvert Victoriaville Habitation Durable. En même temps que je cherchais, parce que j'étais sur le LEED, j'étais sur le nouveau climat, j'étais sur des cadres déjà en place, mais qui ne me semblaient pas assez ambitieux. Mais la ville de Victoriaville a démarré ma ville natale, en fait. J'étais à l'extérieur, puis on se questionnait quand on allait revenir. Bien, on a découvert ce programme-là. Ça me donnait des critères rigoureux à vérifier. Puis en plus, on avait accès à des fonds puis des retours. Des retours de la Caisse populaire. Nouveau climat, on a des retours aussi quand on est autoconstructeur. La ville de Victoriaville, je pense que c'était 8 500. Fait qu'au total, j'ai eu 18 000 de retours, incluant en autoconstruction, c'est des retours de taxes, je crois. Fait que ça m'a amené en fait à voir ce programme-là, puis voir tous les corps de métier, apprendre le dessin 3D. En fait, je désignais en 3D les éléments avant de les bâtir. Fait que c'était étrange, on travaillait avec le président de l'Ordre des architectes à l'époque, puis lui, il me soumettait en version 2D les plans de fondation. C'est toi qui les faisais? Moi, après, j'ai dessiné en 3D, j'ai identifié les sections de gel, puis la semelle de fondation, je l'ai ramenée le plus haut possible. Sans qu'il y ait trop de risques. Puis on a mis des cœurs de porte recyclés. Fait qu'on prenait du recyclage pour isoler la fondation de béton, puis on a utilisé le moins de matériel possible. Mais ça, éventuellement, est-ce qu'ils l'ont adopté dans leur politique de construction ou c'est pas nécessaire? Je pense que les cœurs de porte avaient des avantages, mais l'utilisation de béton, pas tant. Là, ouais. Mais ça changeait aussi. Tu sais, nous, quand on l'avait fait, les carports, dont les garages sans mur. Là, ça donnait des points, tu sais. Fait que nous, on l'a construit comme ça, mais tu sais, avec le recul, ça te fait un espace de stockage qui est intéressant. Si tout est fermé, ça peut être isolé. Mais ça nous a permis au moins de faire le processus, découvrir le monde de la construction. Puis en fait, tous les corps de métier, on a dû vraiment s'ajuster parce qu'il y avait toujours des manquements. Fait que moi, j'ai vu que la norme, c'était qu'il y avait des imprévus, qu'il y avait des manquements, que les choses n'étaient pas à jour, que les plombiers allaient installer le système, puis les tuyauteries au mauvais endroit parce que les plans n'étaient pas imprimés à l'échelle. Fait que vu qu'on gérait le budget, on gérait le chantier, on gérait beaucoup les dessins 3D puis tout ça, ben ça nous permettait d'avoir un point de vue global là-dessus. Jusqu'à Hydro-Québec, exemple, qui est en retard sur leur livraison ou leur connexion. Finalement, on avait connecté nous autres même avec notre poteau d'hydro privé, notre ligne électrique, plein de détails comme ça, que tu découvres le système, en fait. Ça, c'était en 2013. Tu vois, en 2018, j'ai fini mon cours d'entrepreneur général. Puis au Québec, c'est les seuls qui peuvent gérer l'exécution des chantiers de construction, c'est les gens qui ont ce cours-là. Fait que ça m'a ouvert la porte en 2018 à gérer un projet de construction carrément, oui. Chronologiquement, en fait, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être après 2010, les premiers gros projets auxquels tu t'es associé, que tu as démarré, pourrais-tu juste me mettre en contexte à partir après 2010, là, ce qui s'est passé? Quelques minutes, mettons avec les dates. Là. Mettons 2008, système de covoiturage à l'UQAM, qui est un projet pilote. Suite à ça, construction de la maison écologique en 2013. Donc, il y avait le transport, l'habitation. Après ça, j'ai cherché en alimentation un levier de transition. Donc, j'ai découvert les incroyables comestibles.
On avait un comité international avec les fondateurs de la France, quelqu'un de l'Inde, des gens d'Angleterre qui avaient parti ça aussi en 2008. Comment ça s'est passé, ça? Comment tu as trouvé Incroyable Comestible? C'était européen? C'était en cherchant, oui. Puis au Québec, en 2014, il y avait déjà démarré quelque chose. Qui était comparable ou c'était la même... Non, c'était plus bénévole. En France, c'était un OSBL aussi, puis c'était plus gros, c'était au niveau d'un pays. Fait que moi, j'ai jugé bon, en fait, d'utiliser l'alimentation comme point de départ à la transition. Parce que l'habitation, c'est intéressant, mais même si tu es sans-abri, tu vas quand même devoir te nourrir. Fait que j'ai comme repriorisé pour que l'alimentation soit en premier, l'habitation ensuite, énergie, transport, puis l'économie, comme on verra plus tard. Puis c'est vraiment, à travers la conscience, à travers le réel désir bénévolement de changer le monde, je cherchais des leviers. Puis que la maison était construite, on avait un aménagement que je souhaitais faire comestible partout sur le terrain pour donner en fait aux voisins puis à la communauté, pour démontrer moi-même la nourriture à partager. Mais c'est vrai que depuis 2014, ça a cheminé, j'ai approché la ville de Victoriaville, il y a eu plein de choses. Fait qu'Incroyable Comestible Victoriaville, mais aussi... il y a eu pour le Québec tout l'écosystème du Québec qui a été mis en ligne avec des inscriptions, tout ça, pour vraiment amener pour toutes les municipalités, toutes les MRC, toutes les régions, en fait tout le Québec, cet écosystème-là de la transition par la nourriture à partager. Donc, Incroyable Comestible se rend maintenant... La tendance ou l'idée, ça serait de vraiment propager ça à travers la grandeur du Québec. Oui. Il y a 2 ans, j'avais présenté à la MRC d'Arthabasca et aussi aux responsables agricoles des plans de développement de zones agricoles. Donc, à travers le gouvernement, il y a eu des subventions, une structure qui a été mise en place, il y a des gens qui ont été engagés dans les corporations locales. Puis cette personne-là, j'avais rencontré pour décrire tout le modèle. Les coûts étaient tous là, site web, numéro de téléphone, même jusqu'à la vente en ligne, le visuel, tout ce qu'on peut imaginer qu'on aurait besoin pour démarrer ça, tu sais. Puis en fait, la question, c'est toujours qui va payer pour ça, qu'on n'avait pas réussi à faire aboutir pour que le Québec s'empare de l'opportunité d'avoir cet accompagnement-là. Il y a même des cartes, mais elles sont encore disponibles, en fait, les cartes « Je crée l'abondance ». Tu récompenses les gens qui partagent « Crée l'abondance ». Tu as un numéro unique, tu as ta municipalité, puis les partenaires décident s'ils acceptent ou pas la carte, puis quelle région ils vont accepter, exemple. Ça, c'est connecté à Incroyable Comestible? Oui, Incroyable Comestible du Québec. Ah, OK. Fait qu'il y a c'est comme une carte de membre? Oui, mais mettons à Victoriaville, l'exemple, c'est donné par la ville de Victo. Fait que les citoyens en font la demande, puis tout. Il y a un effort de la ville de Victoriaville de collaborer et contribuer à ce mouvement-là. Au départ, ça a été pour la construction d'habitations durables. Suite à ça, les Incroyables Comestibles. Et dernièrement, c'est tout l'aspect de monnaie locale là, pour la transition. Fait qu'il y a eu ça, les Incroyables Comestibles, je te dirais, de 2014 à aujourd'hui. 2017, j'ai commencé à être conférencier au Carré 150. Il y avait la journée d'études sur l'urbanisme. Les urbanistes aménagistes municipaux du Québec m'avaient invité pour dévoiler un peu tout l'aspect bénévole que je faisais avec les Incroyables Comestibles. Fait que ça avait quand même marqué en 2017. Puis ça n'a jamais arrêté. Là, chaque année, je fais plusieurs conférences, autant des gouvernements, des municipalités, des CIUS, entreprises privées, événements publics comme Écosphère ou Festival de la paix qui s'en vient. Fait qu'étant donné que je touche aux citoyens, aux organisations et au gouvernement, ça me permet d'avoir un auditoire 360 puis d'avoir adapté mon message. Donc, de jongler avec publiquement qu'est-ce qu'on va dire puis comment on va présenter les choses. C'est fascinant. J'essaie de rationaliser comment tu fonctionnes pas comme bébite, là, mais je veux dire, t'es un homme scientifique. J'ai l'impression que t'es vraiment j'ai vraiment... Comment tu vois la vie, puis comment tu connectes les gens et les concepts dans la façon que tu rationalises tout. T'as vraiment moi, c'est tout connecté, en fait. Tu sais, souvent, les gens font des silos, moi, il n'y a aucun silo jamais pour rien. Fait que mon temps d'affaires, mon temps personnel, mon argent ou l'argent de l'entreprise, pour moi, c'est tout connecté. C'est un tout comme dans la nature, en fait. Donc, pour moi, c'est des forces en mouvement, puis je tente d'amener une masse critique vers, on va dire, un point de bascule. Puis ces points de bascule-là, pour moi, c'est des changements de paradigme, c'est des ruptures technologiques. Ça amène les gens à aller à un niveau de conscience peut se développer, on va dire, où est-ce qu'ils prennent conscience de tout l'environnement connecté,
puis qui vont se rendre compte de leur impact, puis leur potentiel, puis ils vont s'unir entre eux. Puis pour moi, ça fait 12 ans que je fais de la recherche-action qui appelle. En fait, c'est que tu es toujours en mode recherche, à tout moment, avec n'importe qui, dans toutes les sphères de ta vie, mais tu es aussi toujours en train de créer des projets concrets terrain. Oui, puis tu fais pas juste de la recherche, tu t'ajustes aussi, tu as de l'humilité, tu es capable de t'ajuster sur le tas. Puis tu sais, en fait, du moment que tu fais de la recherche, tu te rends compte comment tu es aussi ignorant, en fait. Plus que tu en découvres, plus que tu découvres que tu connais presque rien au grand tout, en fait. Oui, parce que souvent, les entrepreneurs, c'est ça le problème des grandes compagnies, ils vont pas pouvoir savoir se réajuster rapidement. Non, mais je pense que c'est pratiquement impossible parce que dès que tu deviens gros, tu es un paquebot, puis quand tu tournes à droite, ça prend plus de temps. Ouais. Fait que tu sais, le fameux dicton, le seul on va vite, ensemble on va loin. Ben moi, j'essaie de faire les deux, en fait. Je l'ai vu, c'était quoi d'aller vite seul à plusieurs reprises, mais tu es tout de suite limité, tu n'as pas nécessairement de fonds, puis tu n'es pas backé par tout un écosystème et une communauté. C'est quoi ton impression sur la décentralisation? Ça rejoint? Oui, ça rejoint vraiment. Ça rejoint l'open source, le blockchain. On ne tombera pas nécessairement là-dessus, mais moi, après 10 ans de recherche, mon entreprise qui s'appelait Webmotique à l'époque, pour la domotique de conscientisation, c'était ça l'idée. Là. Le web avec la domotique, puis je savais que les technologies web allaient toujours être là. Mais en 2017, c'est devenu B-Transition, entre autres, pour la blockchain. Le Bitcoin, l'économie bleue, puis aussi tout le parallèle de passer d'un A rouge, duquel il faut se distancer, vers un B, mettons, vert, qui est la nouvelle réalité, le nouveau paradigme. Fait que B-Transition prenait tout ça en même temps, puis tentait d'amener des projets porteurs à travers un paquet de choses diversifiées, jusqu'à la vente en ligne, puis la monnaie locale plus tard. Fait que ça a vraiment... Le A rouge, excuse-moi, juste me... si on conçoit ou si on perçoit la société comme vraiment pas viable, donc c'est un A, l'état A de la société, qui est rouge, donc il faut comme urgemment sortir de là. Puis un B vert, qui est un nouveau paradigme, on va dire, que B-Transition tente d'incarner, en fait, par l'économie circulaire, l'insertion sociale, des fonds privés qu'on donne jusqu'au Congo, un paquet de choses pour démontrer une autre façon de faire des affaires, tu sais. Surtout par la conscience et par l'engagement profond de la personne qui dirige ou du groupe ou des actionnaires. Ça, tout ce que tu mets en place, éventuellement, une fois que ça leur a fait ses preuves, ben en fait, ça l'a déjà fait ses preuves, vu Incroyable Comestible, juste par exemple, eux autres, c'est eux qui sont amenés ici, toi, tu l'as adopté, tu l'as inclus dans toi, ta façon de faire, tes entreprises. Mais éventuellement, toi, ton champ de compétences, est-ce que tu l'as fait à l'international? Est-ce que tu es allé dans d'autres pays? Tu viens de mentionner l'Afrique. En fait, c'est ça, ce qui est drôle, c'est admettons le Liban, moi, dernièrement, j'ai fait plusieurs podcasts, puis je me rends compte qu'il y a certaines personnes à qui tu devrais parler. Là, en fait, au départ, je te dirais, le site web international, j'avais réservé, parce que les domaines, les .com, .ca, un jour, ils ont ouvert les .world. Ah, pour vrai? Fait que quand ils ont ouvert ça, moi, j'ai réservé, je ne te nommerai pas toutes, là, mais plusieurs de mes segments de recherche, dont Incroyable Comestible Monde. L'idée, c'est d'avoir des traducteurs dans toutes les langues, dans tous les pays, qui allaient amener le contenu, l'information, puis les outils numériques au service des régions selon leur langage. Mais ça, c'était l'idée en 2014, puis c'était impossible de partir du plus gros système sans avoir les fonds. Fait que c'est là que j'ai parti localement à Victoriaville pour remonter dans les MRC, les régions, les provinces, les pays. Preuve à l'appui. Oui. Fait que c'est là que, tu sais, exemple aussi banal que négocier la terre compost illimitée pour tous les citoyens des municipalités, moi, ça a été une rencontre de 3 heures avec la direction des services d'environnement. J'avais 10 points, puis il y en a un, il y avait, exemple, l'affichage municipal pour les lieux de nourriture partagée. Que le municipal s'implique, qui ramène une force en complémentarité avec les citoyens. Mais il y avait surtout le don et livraison de terre compost illimitée. Fait qu'ils ont commencé depuis 3-4 ans à faire ça. Puis l'an dernier, j'avais réussi à négocier un peu plus, donc les institutions d'enseignement privé qui n'étaient pas éligibles. Il y avait 2 CPE, un CPE privé, un CPE public avec le camp de jour, 2 camps de jour, puis je suis en train de faire un projet porteur en même temps sur un territoire que j'ai arpenté. J'étais allé sur le terrain, j'ai pris les mesures, j'ai identifié les limites de terrain pour m'apercevoir que les 2 terrains se touchaient, puis c'était un camp de jour privé et public. Moi, j'avais eu les fonds du privé. Il me restait les fonds à aller chercher du public. Puis l'affichage aurait été municipal.
Fait qu'on serait arrivé au cœur d'un projet, ça aurait regroupé le privé et le public, ça aurait démontré un nouveau genre de modèle d'affaires. Puis finalement, la conclusion, c'est... Avec la crise du COVID, le partenaire privé a fermé. Donc, les démarches y ont arrêté aussi. Mais reste que le modèle pourrait se reproduire n'importe où au Québec. Puis il y a plein aussi des fermes qui s'en viennent, de la production à l'intérieur, dans les cafétérias avec les étudiants. Il y a plein de choses. Hydroponique, OK. Oui. Ça, ben, en tout cas, juste en conclusion par rapport au Liban, ce que je te mentionnais, là, que d'aller à l'international, moi, tu devrais parler avec Reina Alab, qui était au podcast. Elle, c'est une passionnée, comme toi, là, elle me disait qu'elle avait tout le temps plein d'énergie, puis qu'elle avait tout le temps plein d'idées, puis elle essaie justement de connecter les gens pour apporter des solutions au Liban. Puis je pense que toi, tu aurais affaire à parler avec elle. Là. Je pense que vous auriez plusieurs atomes crochus puis vous connecter. Là. Ça, j'ai l'impression que oui. Là. Je vous mettrai en contact. Là, vraiment, là, je pense que ça pourra peut-être ouvrir des portes. Je ne sais pas si c'est trop prématuré pour toi de vouloir anticiper, de vouloir y aller à l'international, de présenter toutes tes connaissances, puis les rendre accessibles, puis agir en tant qu'entrepreneur à l'international. Là, j'ai fait une conférence avec l'UQTR et la première chaire de recherche municipale au Canada, c'est à Victoriaville. Donc, quand ça a été annoncé en juin, j'ai contacté le responsable de recherche que je connaissais déjà. Puis j'ai dit là, je suis limité toujours de partout. Y a-t-il moyen qu'on unisse mes forces avec la recherche puis qu'on puisse vraiment aller plus loin? Fait qu'il m'a parlé du programme Audace. Si tu regardes les fonds de recherche du Québec, le programme Audace, là, après 4 ans, je crois, au Québec, ils viennent d'ouvrir un fonds aussi international qui regroupe, je crois, le Luxembourg et le Québec. Dans un aspect international, et c'est piloté par le Québec, mais ça amène des projets de recherche vraiment audacieux qui cherchent la rupture, déplacer la norme. Fait que quand on regarde la présentation des fonds de recherche Audace, moi, j'en ai eu des frissons. Je dis, wow, OK, ça existe. J'aurais aimé ça le savoir avant. Fait que j'ai assisté à la présentation de ce programme-là de recherche subventionné. Et après, j'ai parlé avec l'organisatrice pendant 1 heure, ceux qui étaient en charge du programme au niveau des discussions, pour me rendre compte qu'encore une fois, l'entreprise privée, avec le monde de la recherche, il y a toujours une zone ambiguë et de conflit d'intérêts. Donc, je ne pourrais pas être payé pour faire la recherche, ce serait de la recherche de développement à l'interne. Je ne pourrais pas me greffer facilement à un centre de recherche, puis amener mon savoir, mes idées, mes projets. Il faudrait que quasiment je sois bénévole pour donner tout un peu. Fait que je trouve pas encore l'équation parfaite. Fait que moi, je mise beaucoup sur les citoyens et les organismes indépendants pour créer une force qui va se rallier aussi à d'autres genres de forces, mais je crois vraiment que la force la plus indépendante est citoyenne. Puis après, ça va être les dirigeants d'entreprise. Qui peuvent tourner à droite. Le courant. Ouais. Après, tu as les paquebots ou les structures en place un peu plus lentes qui, eux, malheureusement, des fois, vu qu'ils ont des fois des salaires qui rentrent automatiquement, ils sont moins dans le risque un peu. Plus dans la gestion de crise, gestion d'image publique, ils ne pourront pas autant aller loin. T'sais. Comme je crois que toutes les révolutions sont passées par là, c'est un petit groupe de gens qui ont instigé des choses, puis ça a déplacé la norme. Je pense que c'est inévitable parce que c'est pas le 80 ou 90% qui représentent la masse qui font la même chose un peu par automatisme, qui vont réussir à atteindre le point de bascule. T'sais. Quand tu disais rupture tantôt, tu veux dire se dissocier du format capitaliste ou décentralisé ou qu'est-ce que tu voulais dire par rupture? Rupture, en fait, on pourrait prendre... Comme rompre le lien avec un... On pourrait prendre, en fait, vu que c'est dans l'air du temps, les crypto-monnaies. C'est en pleine crise financière en 2008, avec les subprimes aux États-Unis, quand ça s'est un peu effondré, puis les États-Unis ont sauvé leur banque privée. Il y a eu une divulgation, la divulgation de la blockchain, qu'on ne sait pas qui a vraiment fait émerger ça. Si on cherche dans l'histoire, tout ça pour dire que la première application de la blockchain, qui est en fait l'informatique décentralisée, c'est comme un registre public, tout est inscrit dessus, puis c'est des preuves ou des traces qui ne peuvent pas s'altérer. Donc, imagine que tu veux préserver de l'information à vie et tu veux t'assurer d'une intégrité des données. Fait qu'on est soit centralisé sur un système qui, lui, peut être corrompu ou piraté ou contrôlé. Là, c'est, mettons, 1 million d'ordinateurs qui vont dire que c'est la vérité. OK. Fait que si tu essaies de pirater 1 million d'ordinateurs versus une unité centrale,
ça va être totalement différent. Donc, le pouvoir vient de se décentraliser, puis eux, ce qu'ils ont fait avec ça, ils ont créé la crypto-monnaie, qui est de la monnaie non autorisée dans le cadre dominant, l'autorité des marchés financiers, tout ça. Donc, c'est pas la devise nationale officielle, mais ils ont créé des systèmes d'échange avec cette crypto-monnaie-là. Fait que quand on parle de ça, exemple, ben là, on passe d'un paradigme, on parle de rupture, là, fait qu'on, exemple, le paradigme dominant ou le modèle actuel, c'est comme un peu un... Je vais pas dire, ben, on pourrait même dire un jeu de Monopoly, en fait. Il y a des règles du jeu, c'est structuré, c'est balisé, et en fait, la monnaie est créée et émise par les banques privées qui sont au-dessus des pays et ils vont prêter de l'argent avec des taux d'intérêt. Oui, ça crée de l'inflation, puis ça dévalorise le dollar, puis ça crée plein de problèmes. Surtout que le pouvoir n'est pas dans les mains du peuple. C'est un petit groupe de banquiers, c'est des banques systémiques. Ouais. Puis le fait qu'ils contrôlent tout ce système-là, puis surtout, ça l'endette les pays, en fait, l'éternité, en fait. Fait que si tu dis, bon, ben si le jeu de Monopoly ne fonctionne pas, à quel nouveau jeu on va jouer? Oui, ben c'est quoi la suite? Puis ça, j'ai posé la question dans un podcast antérieur, puis oui, c'est quoi la prochaine économie? C'est quoi le prochain système économique? Ben, moi, je crois que le système de valeur, les indicateurs vont changer, en fait. Le fait que, mettons, si tu fais venir un produit de la Chine, les coûts qui ne sont pas calculés, les coûts, les impacts sur l'environnement, le transport, la main-d'œuvre dans des conditions insalubres, c'est pas calculé et c'est pas payé par la multinationale. Donc, les coûts sont externalisés. Le jour qu'on va avoir l'honnêteté avec transparence de tout divulguer les critères d'impact sur toute la chaîne de valeur de création, là, on va avoir un portrait très clair, puis on va dire, OK, est-ce que maintenant, je vais payer moins cher pour ça? Mais là, les gouvernements pourraient embarquer et dire, hey, non, ça n'a pas de sens qu'il y ait autant de produits nocifs qui soient vendus, puis là, ils pourraient, mettons, subventionner une transition. Mais si les gouvernements ne votent pas pour la transition, bien, ça va devoir venir d'autres entités. Donc, ni les multinationales, ni les banques centrales, ni les gouvernements. Eux, ils le feront jamais. Il reste quoi? Il reste les citoyens, il reste les organisations. Puis c'est là que c'est intéressant de voir les monnaies locales. Les monnaies locales, c'est comme du troc. Retour au troc. Oui, vraiment. Parce que même si on en remonte là, à très, très loin, les impositions, c'était les seigneurs qui chargeaient des taxes aux gens sur leur territoire. Mais de quelle façon quelqu'un s'approprie le territoire? Pourquoi, tu sais, je veux dire, quelqu'un déciderait que ça m'appartient, mais c'est les règles du jeu dans lesquelles on joue. Les lois, règlements, provinciales, fédérales. Puis après ça, on tente d'unifier tout ça, mais tant qu'on va, je pense, créer des silos, ça ne fonctionnera jamais. Il faut un jour qu'on se considère égaux. Qu'il n'y ait plus de maître. Qu'il n'y ait plus d'esclavagisme, parce que le capitaliste, il a besoin d'un workforce, il a besoin d'un groupe de personnes, d'individus, la classe moyenne, dans le fond, qui est en train de disparaître, justement, à cause des... Tu sais, parce que si on retrace l'histoire, vraiment honnêtement, on va voir qu'il y a toujours eu un contrôle. Puis ce qui nous paraît normal aujourd'hui, qui dans 10 ans ne le sera plus, on va dire, c'est donc bien fou, on a passé par là. Tu sais, avant, l'esclavagisme, c'était considéré normal et acceptable. Présentement, si on fait des recherches puis on évalue un peu le concept d'esclavage économique, c'est comme si tu passé de l'esclave contrôlé qui devait nourrir puis loger à un esclave économique d'une grosse machine et la personne n'a pas le choix de travailler pour subvenir à ses besoins. C'est là qu'on en est. Là. Fait qu'au lieu de donner un salaire universel, on parle de revenu universel des fois, là, en Suisse, dans différents pays, donc de donner un salaire de base à tout être vivant qui va générer de l'activité économique. Là, on serait carrément dans une rupture, dans un nouveau paradigme. Mais avant d'aller aussi loin, on peut quand même, en tant que citoyen, organisation, utiliser des monnaies locales, se les créer comme on veut. En fait, les limites du système, c'est que dans les échanges de marchands et citoyens consommateurs, on doit charger des taxes, puis il doit percevoir l'impôt. Puis ça, à petite échelle, si on peut faire un parallèle avec ce que tu mentionnais tantôt, que les mouvements grassroots vont influencer les gros paquebots, ça serait un exemple parfait où de la municipalité, où ce groupe-là de gens qui sont dans un petit groupe vont avoir cette économie locale-là, un système de troc à quelque part, où je sais pas. Et donc ça va influencer les plus grands concepts d'échange monétaire. Ça pourrait amener les gens à s'éveiller, en fait. À poser des questions, poser les bonnes questions, amener le journaliste d'investigation, exemple, à l'avant-scène, croiser des sources, vérifier des sources. Puis, tu sais, souvent, c'est complètement spécial de voir ça, là, mais les lanceurs d'alerte actuellement, c'est les gens qui osent le plus, ils risquent tout.
Et même s'ils ont raison, puis ils dévoilent les fraudes, tout ça, ils sont finalement mis de côté au lieu d'être unis dans une espèce de cadre de bienveillance pour amener une transition. Ouais. Un gouvernement pourrait dire « Wow, c'est donc bien le fun, il y a plein de gens qui osent dévoiler la vérité de l'interne de ce qu'ils ont vécu. » Puis en plus, ils gagnent en cours, ces gens-là. Je peux donner des exemples tantôt. Là. Devenir citoyen journaliste, dans le fond. Carrément, surtout que si on prend des outils de gestion de métadonnées. Métadonnées, mettons, c'est que si tu as une vidéo d'1 heure, tu vas aller greffer chaque seconde ou chaque segment à des identifiants clés, mettons, et des noms vérifiables, des liens Facebook, des liens YouTube, tout ça. Fait qu'imagine que il y a 5000 personnes à travers le monde qui travaillent sur 10 000 vidéos qu'on vient croiser, puis on vient d'amener tout le meilleur du contenu vidéo pour, mettons, la création monétaire. Là, le journaliste, citoyen ou journaliste d'investigation, peu importe, il irait carrément se greffer sur ces données-là pour amener le plus de qualité d'information et en plus vérifiable. Parce que moi, pour l'avoir vécu, tu sais, le journaliste vient te passer en entrevue où tu vas le rencontrer. Après ça, il fait la rédaction, il va publier. Toi, tu ne peux même pas intervenir, ni réviser, ni corriger. Quand c'est publié, s'il y a des erreurs, tu es pris avec tes propres moyens pour corriger. Moi, ça m'est arrivé dans le passé. Ah ouais. Puis c'était pas de mauvaise foi, mais je le voyais, la journaliste, pendant 1 heure, tu sais. Si tu écoutes de façon même enregistrée, pendant 1 heure la personne, tu ne vas pas te retaper généralement 5-6 heures d'écoute, puis faire des recherches pour avoir les bons mots. Fait que des fois, c'est pas les bons mots, des fois, c'est pas exactement expliqué comme ça devrait. Fait que la moindre des choses, la source qui émet la nouvelle, où est-ce que le journaliste va formuler le texte, devrait au moins avoir un contrôle sur l'information. Ça fait aucun sens que les journalistes ont le contrôle total, puis que les vraies sources d'information, ils n'ont même pas la chance de corriger. Fait que, admettons, je te donne un exemple, on met en place un système journalistique que quand les publications sont faites sur Internet, la source émettrice d'information a toujours la possibilité de corriger les faits puis la rédaction. Puis là, ça se retrouve maintenant dans un blockchain inaltérable. Donc, l'information sur les modifications du texte. Fait que moi, je peux bien aller corriger mon article ou proposer des modifications à l'organisme journalistique, mais ça va laisser une trace avec une date, avec un identifiant qui pourrait après ça, dans des situations de conflit d'intérêt ou de manque d'intégrité, on va rechercher toute cette information-là instantanément. Parce que présentement, tu sais, même notre argent puis notre gouvernement, si tu regardes à la Chambre des communes, tous les débats qu'il y a, il y a souvent des débats sur les faits. Mais je me dis, ça fait aucun sens. Les faits sont tous là, rassemblés ensemble, mettez-les pour que tout le monde ait le même cahier de notes, des mêmes faits. Puis après ça, proposer des choses cohérentes avec les mêmes faits qu'on a. Tu sais. Parce que ça accommode les corporations. Ceux qui payent les médias, eux, ce message-là qui est diffusé, c'est quelque chose qui est approuvé par les élites. Puis il y a quelque part là-dedans, ça rejoint peut-être ça. On prend, mettons, la crise semblerait pandémique. Tu sais, quand on regarde les faits, les morts, je veux dire, ça fait déjà aucun sens. Dernièrement, je vois que au niveau des écoles, à partir de 10 ans, ils veulent mettre les masques. Puis, OK, mais dites-nous donc, en fait, votre décision part de où, en fait? Sur quel fait vous basez-vous pour prendre vos décisions? Puis ça, on ne l'a pas, en fait. Ou en tout cas, très difficilement trouvable. Puis là, ça crée toutes sortes de controverses, toutes sortes de discussions, de faux débats. Ça fait que les médias deviennent un genre de entertainment, tout ça, que les gens vont juste être émotionnels puis s'en prendre au message. C'est ça, puis il y a tellement de cas dans le passé, sauf que dans le passé, sans les médias de masse et l'accès à l'information facile par les médias sociaux ou peu importe quel canal d'information numérique, ils pouvaient avoir plus de contrôle. Maintenant, c'est pas justifiable de dire qu'on s'organise pas avec une entité indépendante. T'sais. Autant que les... Ceux qui sont les lanceurs d'alerte, comme tu mentionnais tantôt, là, je veux dire, Julian Assange, il est où, là, en ce moment? Il est en train de pourrir dans une prison. Présentement, ils ont réussi à l'amener dans une prison de haut niveau qui est encore plus limitée. En fait, Wikileaks, c'est comme une plateforme journalistique rêvée qu'on pourrait divulguer des faits, sauf que vu que ça touche des structures de contrôle... Ouais. Les élites corporatives. Ben là, c'est qu'eux autres, ils ramènent ça dans un modèle qui veulent l'amener en cours pour le faire passer en 27 ans en prison. Exact. Puis justement, l'information qu'eux vont diffuser pour discréditer Julian Assange, c'est exactement ce système journalistique-là qui est commandité par les corporations, les élites. Exactement. Tu sais, moi, en fait, depuis des années, je te dirais, si les gens écoutent le podcast puis veulent s'informer, il y a Stéphanie Gibault en France.
Elle, ça fait 10 ans qu'elle a dénoncé UBS, une fraude fiscale, puis plein de façons que les banques travaillaient de façon illégale. Elle était prise là-dedans, puis elle s'en rendait pas compte. Mais quand elle a découvert qu'elle était contributrice à l'interne comme employée de ce système-là frauduleux, elle a dénoncé, mais ça a quand même pris 3 ans avant qu'il réussisse à la mettre dehors. Après ça, elle a pu écrire au moins 2 livres, faire plusieurs émissions de télé. Puis on peut le voir, l'État français a récupéré, je crois, 4,5 milliards et n'a rien redonné à la lanceuse d'alerte. Puis même si c'est le plus gros cas de banque, je crois, en Europe, jamais vu. Puis cette lanceuse d'alerte-là n'est pas protégée ni dans une ambassade ni en prison. On a le cas de quelqu'un, d'une porte-voix vraiment forte qui pourrait servir de précédent, puis où est-ce que les médias pourraient vraiment s'en servir pour démontrer un processus qui devrait être... qui est juste, qui est honnête, qui est transparent, qui démontre l'humilité, qui est intégrité. Ouais, qui devrait permettre aux autres d'intégrer une démarche protégée, on va dire, pour que ça puisse faire fois 1000. Ben, c'est parce qu'il ne faut pas que tu ailles à l'encontre de la masse, c'est ça. C'est ça. Puis... Parce que sinon, tu es un mouton noir, tu pointes du doigt un problème légitime, puis les gens autour de toi sont comme non, moi, je me mêle pas à ça, mais c'est un devoir citoyen de le faire, ça. Puis c'est pas tout le monde, en fait, qui. Mais tu risques qui a l'intérêt de faire ses propres recherches. Fait que généralement, quand on est en mode passif, puis on fait juste écouter, là, on a la masse qui vient à nous. Mais quand tu prends action, puis tu cherches toi-même ton information, puis tu développes ton sens critique, puis tu vas vraiment under the cover ou down the rabbit hole, qu'ils disent en anglais. Tu vas vraiment à la recherche de ces informations-là, puis tu vois vraiment des expériences réelles de personnes qui l'ont vécu, mais généralement, ils n'ont pas la machine médiatique, puis ils ne savent pas comment faire le pas d'après. Ou ils sont une goutte d'eau dans l'océan, tandis que l'autre, on va dire, c'est un lac complet là, qui pourrait représenter, je ne sais pas, Radio-Canada. Tu sais. Fait que ça veut dire que le message porté par un média de masse va devenir un peu ce que les gens vont assimiler à répétition. Tu sais. Ils vont l'entendre tellement à répétition qu'ils vont s'imaginer que c'est la vérité. Il y a peut-être une portion de vérité, mais dans les faits, quand on voit tous les lanceurs d'alerte, tout ce qu'ils dévoilent, on se rend compte que autant le gouvernement que tout ce qui est des guerres, que c'est toute une pièce de théâtre montée. Que les acteurs de la pièce de théâtre soient conscients ou pas. C'est ça. Tu sais, moi, je dis pas que tout le monde est corrompu. Je dis juste que... Ben, on est dans la structure, on s'en rend pas compte. Exactement. Fait qu'il y a des gens... Est-ce que tu as vu le documentaire de l'ONF en 1992? Je crois que c'était la date que ça a été produit, puis c'est Manufacturing Consent avec Noam Chomsky. Puis ça le démontre, ça. Tu iras voir ça, Manufacturing Consent, Noam Chomsky, puis c'est ça qui démontre, c'est les filtres médiatiques. Il y a quelque chose qui va se passer en Israël, ça convient pas aux États américains, ça convient pas à Israël, au gouvernement, donc eux vont manipuler les médias, vont dire non, ça sera pas diffusé, on l'indiquera pas, on dira pas qu'il y a eu un bombardement l'autre jour à Gaza, on veut pas. C'est ça. Puis on sait pas, nous, en tant que citoyens, on le sait pas. Puis ça fait 30 ans de ça, ce documentaire-là, puis c'est encore pratique courante. Puis il y a juste aujourd'hui avec les nouveaux médias, l'Internet, puis le citoyen journaliste, qu'on commence à prendre conscience de notre responsabilité et puis des ajustements à faire. C'est choquant quand même. C'est choquant parce que quand tu as cette sensibilité-là, puis ça... Tu sais, moi, en fait, là, quand je fais mes conférences, souvent, je finis, il y a mon jeune de 3 ans, exemple, dans un bac à jardin. Puis moi, je dis toujours, je fais ça pour les générations futures, en fait. Il n'y a pas de... Oui, quand tu vois ton kid, toi, ça doit te faire mal au cœur de... Tu sais, mon plus gros défi au quotidien, je te dirais, là, c'est que tu ne peux pas avoir un certain niveau d'engagement sans avoir un impact familial. Si tu as trop d'engagement, tu dépasses une certaine limite, il te restera plus rien pour la famille, mais tu as une chance de créer un impact à plus grande échelle puis amener une transformation. Parce que tu joues avec la sécurité même de ta famille. Julian Assange, lui, il doit... Oui, vraiment. Il y a un ou des enfants, je ne me trompe pas. C'est l'impact sur sa famille. Oui, fait que lui, il est dans un extrême totalement extrême, puis tu en as dans l'autre extrême. C'est pas que c'est mauvais d'être seulement centré sur nous, mais quand on agit seulement pour notre propre intérêt, pour nos proches, notre famille, surtout quand on est dans un niveau de vie satisfaisant, moi je trouve que c'est totalement inacceptable comme, pas redistribution des richesses, mais... De proclamer ce qu'on croit, puis de vouloir
de dire qu'il faut un changement, puis de dire non, ça me fait pas mon affaire, puis il faut changer. Le gouvernement, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait ou ce qu'il vend des armes à des pays où ce qu'ils vont les bombarder. Si on écoute Seigneur de guerre, ça fait 10 ans que ça a sorti. Puis oui, c'est un film, donc c'est pas un documentaire, mais ça décrit vraiment les mécaniques de Seigneur de guerre qui perpétuent la guerre, en fait. Totalement. C'est avec Nicolas Cage, ça? Oui. Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Fait qu'il y en a plein comme ça, tu sais. Si on regarde l'histoire de Aaron Swartz, Internet Owned By, moi, ça me revient toujours parce que ça fait 20 ans que je suis en informatique. Puis je tente d'utiliser le levier du numérique pour amener la transition puis le changement de paradigme, mais lui, il est vraiment à l'extrême. Puis même s'il n'y a pas officiellement causé de tort à l'État, il l'a emmené tellement loin au niveau en cours, en fait, que l'histoire s'est terminée là, puis ça semblerait que ce serait un suicide, mais après son suicide, ils ont levé 100 000 de socio-financement, ils ont créé un documentaire, puis moi, j'ai découvert, malheureusement, après son décès. Mais ce jeune-là, même pas dans la trentaine, était vraiment très engagé, il sortait dans les rues, il avait la capacité... À 14 ans, il était sur un comité international pour les standards du web, ce qui est phénoménal. Ce qui est arrivé, c'est quand il est arrivé dans une salle de serveur à son université, il avait réussi à aller pomper les données, mettons, qu'il y a de l'intérieur, tu as accès, sauf qu'il n'y a personne qui les pompe, mettons, pour après ça diffuser pour le bien commun. Puis lui, en fait, moi, ce que j'en comprends, puis si on regarde les faits aussi, bien, il y avait le potentiel de croiser toutes ces données-là. Puis faire le lien avec la politique, l'économie, la guerre. Puis il y a une histoire phénoménale derrière ce gars-là qui était vraiment un génie, en fait. Si on le voit même avec Lawrence Lessig, qui est vraiment derrière, entre autres, le Creative Commons, mais tu as plein de... Moi, lui, c'est un génie, là. C'était vraiment un génie, très, très jeune. Parce qu'il y a eu un abus du FBI. Je me souviens pas exactement de l'histoire. Allez voir l'histoire de Aaron Swartz, ça vaut absolument la peine. Sûrement qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont expliquer son histoire. Lui, ça a été... justement, on parle de Julian Assange, mais lui, c'est un autre exemple flagrant d'un abus de la société, de l'infrastructure sociale, des systèmes en place qui vont discréditer les gens qui vont essayer d'aller à l'encontre de la croyance populaire. Puis lui, en fait, a été victime de ça. C'est épouvantable. En fait, il était dangereux, mais il n'avait rien fait. Fait que moi, quand quelqu'un est dangereux, généralement, c'est qu'il va être armé, il n'aura pas toute sa tête. Mais quand quelqu'un a toute sa tête, très informé, très politisé, ben c'est des gens comme ça qu'on veut qui peut nous amener ailleurs, mais quand tu vois le système qui les oppresse, qui les répresse, qui utilise souvent beaucoup d'argent avec le système en place pour faire taire ces gens-là, ça fait aucun sens. Pauvre lui, jeune homme qui connaissait pas, qui connaissait pas toute la vie, puis qui a fait face au FBI, puis finalement, c'est ça que tu mentionnais, il y a eu suicide, apparemment, là, ça serait ça qui serait le... il était laissé à lui-même, puis il a été victime, carrément. Allez voir l'histoire de Aaron Swartz, ça vaut vraiment la peine sur YouTube, là, ou peut-être sur Netflix même. Oui, quand on parlait d'éveil de conscience, je ne sais pas comment on appelle ça, d'intérêt à chercher un peu ou à comprendre le monde, puis comprendre ses défaillances. Les lanceurs d'alerte sont carrément en première ligne. Si on regarde même, je peux même vous annoncer que il va y avoir un ciné-débat qu'il appelle. C'est un documentaire projeté en ligne, en virtuel, 1h30. Après, il y a 1h30 de débat avec des lanceurs d'alerte. Hein? C'est à quel moment, ça? C'est le 15 septembre. C'est le courage au service du vivant. Puis il y a 17 lanceurs d'alerte, en fait, qui vous expliquent leur processus. Jusqu'à Nestlé, quelqu'un qui était responsable au niveau ou de la célébrité de la santé, exemple. Puis la personne, ben, elle voit des problèmes, elle commence à en parler, puis elle se rend compte que finalement, ils veulent mettre un couvert là-dessus, fait qu'elle n'a pas arrêté le processus. Fait qu'elle a fini par se faire sortir de chez Nestlé, mais elle était vraiment placée très, très haut. Puis on comprend que si eux décident de dévoiler ça, oui, il y en a quelques-uns, mais imaginez tous ceux qui ne dévoilent pas. Moi-même, j'ai vécu à petite échelle... je ne donnerai pas les détails ici, mais je l'ai vécu pendant, mettons, sur un projet de 3 ans. Puis il y a des gens, mettons, du public qui n'osaient pas dénoncer ou qui ne voulaient pas dénoncer la personne. Parce que c'est un individu. On ne peut pas inclure toute la structure en place parce qu'on ne sait pas officiellement.
Mais l'ayant vécu, je peux vous dire, c'est des mensonges directement devant la presse. Puis ça entraîne en fait les médias qui vont dire un certain message qui est faux, qui est un peu biaisé ou qui n'auront pas eu la vérité. Puis souvent, c'est des grosses structures qui vont continuer à rouler comme ils roulent. Mais quand, après, tu entends des gens payer de l'argent public qui ne veulent pas dénoncer, tu te dis, là, j'en connais 2, plus moi 3. On est-tu 10, on est-tu 50? Ça fait combien d'années? Fait que c'est là que l'informatique peut vraiment nous aider à nous connecter puis à mettre en relation tous ces faits-là. Si moi, je dévoile qu'à telle date, dans la conférence de presse, il y a eu tel mensonge de telle personne, puis que là, il y en a 20 autres qui ont déjà vécu ça, bien, je suis plus tout seul, on est 20 qui pointent sur une personne. Fait que si, mettons, on aurait un critère d'intégrité sur des individus, puis là, ça serait de 0 à 100, bien là, on comprend que son critère d'intégrité va vraiment dropper. Fait que si on vient greffer ça avec les politiciens, puis si en plus, les lanceurs d'alerte comme Wikileaks, qui dévoilent des faits, des noms, des échanges de courriels, si on vient greffer tous ces faits-là, je pense que c'est 700 000 documents, où est-ce que l'armée dit « Oh non, il n'y a pas de décès, il n'y a personne qui est décédé par nos actions », bien, après ça, ils sortent une vidéo, puis tu vois carrément, je pense que c'est un caméraman, puis c'est des civils qui sont pas armés, qui n'ont pas attaqué, puis ils se font carrément fusiller d'un hélicoptère. Puis ça, c'est vraiment disponible en ligne présentement. On peut tout écouter ce que l'armée américaine se disait, en plus. Puis là, ils sont en train d'évaluer, puis ils n'ont aucune preuve qu'ils sont armés, puis ils se font même pas attaquer, puis là, ils fusillent, puis ils font même exploser, je pense, une caravane. Je crois qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Ça, c'était la femme qui était dans l'armée, qui a fait la transition de sexe, là. Non, Chelsea Manning. C'était Manning, ça? C'était tout ça? Chelsea Manning, je pense qu'elle Assange, Wikipédia avait donné accès à cette information-là. Je pense que c'est ça. Oui, fait que si on prend l'ensemble des lanceurs d'alerte, puis au lieu de ne pas leur porter beaucoup d'attention, que ça ne devienne pas discuté massivement dans les médias de masse, ben, on peut quand même s'organiser pour créer des liens, un peu comme Aaron Swartz avait le potentiel de faire parce qu'il était un expert des technologies. Fait que si on vient structurer un système qui pourrait être le blockchain, n'importe quel autre système, on pourrait vraiment avoir un projet d'éveil de conscience qui amènerait les faits que tu ne peux pas altérer, qui amène ça dans la machine journalistique. On aurait des médias, un peu plus d'investigation qui amènerait un peu plus de vérité. Puis non plus influencé par les argents qui viennent d'en haut. Ouais. Qu'il n'y ait aucun filtre, comme je mentionnais dans le documentaire de Manufacturing Consent, c'est qu'il n'y ait plus ces filtres-là soient plus existants, qu'il n'y en ait plus. Parce que dès qu'un message est trop différent qui va à l'encontre des élites, des banques, des gros argents. C'est pas considéré en partant où ça va être discrédité rapidement, tandis que si c'est facilement discutable, ben, évaluer ce qui est dit, puis parlez-en, puis qu'il y ait un réel débat pour vrai. Au lieu de 95% du temps, on nous parle, exemple, de vaccination. Ben, moi, j'aimerais bien savoir, c'est basé sur quoi toutes ces recherches-là, puis comment on peut justifier que ça fonctionne si depuis aussi longtemps, c'est devenu dans la norme de nous vacciner, tandis que il y en a aussi beaucoup qui ne sont même pas vaccinés ou qu'on peut remettre en question, en fait. C'est pas parce que depuis qu'on est né, c'est toujours passé comme ça qu'on se fait dire ça dans certains cours, que c'est la réalité. On se fait parler de croissance économique depuis combien de temps? Puis par contre, on sait que c'est voué à un effondrement. Il n'y a rien de viable dans la croissance économique. Ça peut être temporaire, ça peut être sous une certaine vision, mais dire croissance économique vide de sens, c'est vraiment se tirer dans le pied. C'est pour ça que nous, tu sais, sur Marché B, on a même été jusqu'à prendre le logo de l'ONU, croissance économique, qui est l'élément, je crois, 8, des objectifs de développement durable de l'ONU, en fait, 2015-2030. Puis on nous montre encore une flèche par en haut, croissance économique, pour nous marteler que oui, il faut qu'il y en ait. Constamment de la croissance économique, au-delà de l'idée de tout dévaliser l'environnement. Tu sais, tandis que quelqu'un, mettons, quelqu'un qui est en un mode de vie correct, acceptable, il pourrait vivre de la croissance, tandis que l'autre, oui, il vivrait de la croissance parce que c'est un sans-abri. Puis, à mon avis, le seul mode de fonctionnement viable serait l'équilibre économique. Puis ça, la Donut Economics le représente très bien. En fait,
moi, mes recherches sont rendues là, puis c'est avec eux que je suis en train d'essayer de m'allier, parce qu'ils ont beaucoup de contenu en anglais, très peu en français. Puis ils ont commencé à faire des Living Labs ou des projets locaux, exemple à Amsterdam avec la population. Ah, OK. Puis ils vont s'asseoir, puis ils vont essayer de dresser le portrait de cette nouvelle structure-là, économique, qui est, on peut dire, on parlait de rupture tantôt, ben ça peut en être un peu une. T'sais. On passe d'un modèle que il y a juste la croissance qui est visée, puis là on dit maintenant, c'est un genre de beigne. Tu ne veux pas être dans le trou de beigne, ni au-delà du beigne. Tu veux un équilibre. OK. Puis, pour être honnête, Marché B, qui est une forme d'Amazon québécois pour transformer la transition socio-écologique, même économique, en fait, c'est un peu ça qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est de la vente par équité. Fait que la vente par équité va donner certains avantages à certaines personnes dans certaines conditions. Puis même, moi, personnellement, ce que j'ai vécu, puis ça, on peut en parler plus facilement quand on est le représentant du message qui a même été émis, là, mais il y avait une réunion, on était 12 acteurs, donc 11 du public et 1 privé. Moi, j'étais l'acteur du privé avec B-Transition. Il y avait des universités, Cégep, MRC, le MAPAC, qui est le gouvernement pour le segment d'alimentation, des pêcheries, tout ça. Il y avait plusieurs acteurs comme ça, puis après 3 heures de rencontre, ben là, j'apprenais qu'il n'allait pas avoir nécessairement de compte-rendu ni de suite. À ces 3 heures-là, fois 11 personnes du public, 33 heures gaspillées. Puis là, on faisait un tour de table. Fait que là, ce que je vous dis là, c'est vraiment, si vous avez quelque chose à retenir du podcast, là, écoutez-le en boucle. J'ai vraiment proposé des écoquartiers nourriciers du monde de demain. On allait regarder d'où l'argent venait, qui l'avait entre ses mains, puis à quoi ça servait. Puis on allait faire changer la valeur de l'argent en temps réel. Ça, c'était 2017 ou 2018, je me souviens bien. Puis là, en 2020, on a quand même des outils en place pour faire ça. C'est juste qu'il n'y a personne qui l'a encore fait, mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire, de transformer l'économie avec des nouvelles lunettes, des nouvelles formules, puis pas inventer de nulle part, là, avec les meilleurs alentours de la planète qui ont vraiment proposé des projets concrets. Puis, si vous regardez la Donut Economics, ça donne vraiment plusieurs indicateurs, en fait. Puis nous, nos travaux sont rendus là avec la monnaie locale. En fait, je peux même vous annoncer WISAC. WISAC, qui est... il y a un socio-financement qui s'est dans les prochaines semaines, puis c'est vraiment un outil révolutionnaire à plusieurs niveaux, dont l'économie, mais vraiment au-delà de ça. Est-ce qu'il y a une adresse web pour cette... c'est pas encore mis en place? Il va y avoir un socio-financement qui va être lancé bientôt. Ah, okay. Ça risque de déferler au Québec. Comment est-ce qu'on l'appelle, WISAC? W-E-Z-A-K. Donc, le Z, c'est le signe de l'or, en fait. Puis si vous cherchez vraiment le sens de ce que ça veut dire, là, je ne vous l'expliquerai pas, mais c'est vraiment très, très profond, puis ça représente bien ce qui vise à être fait avec cette monnaie locale-là, en fait. Je veux dire, l'accessibilité, l'information est là pour qu'il y ait un renouveau économique, entrepreneurial, mais c'est parallèlement, je peux tracer un parallèle avec justement l'information des journalistes, puis l'information qui est accessible. Et là, l'information, comme Wikipédia a divulgué l'information, justement, il y a quelques années, le Liban, l'information était là, que les politiciens étaient corrompus, mais les gens font rien, s'en rendent compte, mais OK, je change de chaîne, je m'en vais écouter ma TV, puis... Il y a un gros rôle à jouer au niveau de l'agrégation des données. Agrégation des données avec les métadonnées, puis rendre accessible en open source des outils numériques, programmation, n'importe quoi, qui va pouvoir après ça s'intégrer dans toutes les couches de société, dans tous les systèmes informatiques pour que on ait ce mesurage-là ou ce pouls-là de ces faits-là ou de ces informations-là vraiment critiques, importantes. Puis c'est surtout qu'il ne faut pas les laisser tout seuls dans leur coin parce que quand on les met ensemble, c'est comme si le portrait va se dresser un peu comme... J'ai une idée qui me vient, il y a, mettons, un banc de poissons, on va dire 1000 poissons, ça va aller menacer le requin, finalement. Mais c'est un peu le même principe. Si tous les petits poissons, c'est des segments d'information, puis on les regroupe tous ensemble, on va voir se dresser le poisson énorme. La force du nombre, par la suite. Puis même, tu sais, l'aspect de... Moi, j'avais fait un mini-cours de journaliste scientifique. Ah oui? Avec l'Université de Montréal. C'était un... genre de session d'information, puis il y avait un prof réputé qui parlait. Moi, j'avais posé la question, j'avais dit, étant donné qu'on a le numérique, ce serait le fun qu'on ait une façon de traiter l'information puis d'utiliser le numérique
comparativement à la version papier. La version papier, tu l'imprimes, c'est fini. Tu ne peux jamais la changer. Pourquoi on se comporte de la même façon pour l'information numérique? Il y a un article qui est publié sur le journal, puis ça reste là, ça ne bouge plus. Si en arrière, il y avait déjà toute la structure d'information pour pouvoir se plugger, autant pour aller corriger des anciens articles. Fait que si tu lis un article qui date de 2 ans, tu as la chance qu'il a peut-être été corrigé puis remis à jour. Si on regarde le documentaire L'Empreinte au Québec, Roy Dupuis a fait un travail vraiment d'aller rechercher des acteurs puis animer un peu le documentaire, mais on se rend compte que même l'histoire du Québec, elle nous a enseigné par un point de vue qui est distorsionné dans le sens de ce qu'on voudrait continuer à croire. T'sais. Tandis que nous, les colons français, on était en métissage avec les peuples autochtones. On n'était pas en compétition. Les martyrs canadiens, dernièrement, on a passé le temps avec un prêtre qui est au courant de tout ça pas mal plus que moi. Puis les martyrs canadiens, bien, ils s'informaient, faisaient des liens avec... on pouvait les appeler les sauvages, mais c'était vraiment des peuples qui étaient beaucoup plus avancés au niveau de connexion avec la nature. Puis même aujourd'hui, on a encore la chance qu'ils soient là, qu'ils peuvent nous raconter leur histoire, puis que nous autres, on puisse refaire l'histoire puis la rendre disponible publiquement, cette vraie histoire-là, qui est souvent juste démontrée des petits bouts. Pour avantager l'Église ou les peuples ou le... Ben, admettons juste, comment il s'appelle, Christophe Colomb. Il y a plusieurs années, il y a même eu un film de Depardieu. Je veux dire, c'est de la grosse propagande là, qui arrive là puis qui veuille enseigner la bonne parole de Dieu puis tout. Mais en fin de compte, en même temps, il y avait le génocide qui se passait puis ça n'a jamais été divulgué au peuple. Là. C'est juste aujourd'hui qu'on s'en rend compte dans les dernières années. Mais mettons, je vais même te donner un cas super concret. Moi, j'ai publié une couple de fois, là, ça fait peut-être 3 ans. Il y a un embargo qui a été levé. Un embargo, là, c'est quand l'information est protégée pour être divulguée. Moi, je peux aller voir un journaliste, comme j'ai déjà fait, puis là, je disais, je donne un embargo pour que vous diffusez l'information, mettons, dans 1 mois. Puis ça me laissait le temps de rejoindre plusieurs journalistes pour que plusieurs canaux d'information publient en même temps la nouvelle quand ça allait être dévoilé. Donc ça, même si on parle, exemple, au niveau de l'Église, le père Marie-Victorin, lui, jusqu'en 1944, je ne me trompe pas, il y avait des lettres... biologique là, qui s'appelle, qui écrivait avec une femme dans le but un peu d'explorer le corps féminin et tout ça. Puis ça a été mis sous embargo pendant plus que 25 ans. Ça veut dire qu'il y a à peine 5 ans, là, ça a été divulgué. Donc, il y a eu des émissions qui ont été faites là-dessus. Mais ça a été fait jusqu'en 1944 et après ça, ils ont été découvertes, ça veut dire un peu avant les années 2000. Bien, ça a été volontairement caché parce que ça crée, on va dire, un conflit avec l'Église, avec ce que l'Église veut projeter et ce qui s'est passé en réalité avec quelqu'un de l'Église qui est un scientifique en bout de ligne. Fait que ça démontre que s'il y a plein d'informations comme ça qui nous arrivent 20 ans, 50 ans, 100 ans plus tard, imaginez en temps réel aujourd'hui ce qu'on devrait savoir. Puis là, il suffit juste de regarder un peu dans les médias puis les scandales qui se passent. C'est une infime portion qu'on voit vraiment. Puis tu sais, moi, quand je paye mes impôts, comme un honnête citoyen, en me disant c'est une contribution sociale qui amène, on va dire, certains services, peu importe, mais ça amène aussi des fonds, tu sais, pour perpétuer les guerres. On ne nous permet pas, en fait, de voter. Comme un peu des fonds d'investissement. Tu vas choisir vers quoi tu investis. Ça serait le fun si pour l'impôt, on dirait, ben OK, qu'est-ce que vous trouvez le plus important? Donc, si, mettons, il y a 5 % des gens qui trouvent que l'armée, c'est aussi important, ils vont avoir 5 % du budget. Présentement, on est comme sur un pilote automatique pour alimenter une machine avec des fonds qui viennent de nos impôts. Qui ne respectent pas nos valeurs. C'est ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement canadien qui va aller vendre des véhicules blindés aux Émirats arabes pour aller faire la guerre. Fait que là, on dit, on fait juste créer les armes. Oui, mais c'est ça. Ouais. Si personne ne crée d'armes, il n'y en aura juste plus. Fait que, tu sais, il faut se responsabiliser en premier. Puis, ça serait le fun qu'un jour, il y ait une forme aussi de démocratie liquide, là, qui est un concept entre la démocratie représentative qu'on a aujourd'hui puis la démocratie directe, que chacun exprimerait ses besoins et ses désirs, puis ça serait directement connecté au gouvernement. Liquide, tu veux dire liquidité et argent? Okay. Le concept de démocratie liquide, c'est que toi, Eric Mayotte, tu pourrais décider, OK, je prends le plein pouvoir comme citoyen, puis j'exerce mes droits directement comme un politicien le fait, on va dire.
Mais là, présentement, ce qui est généralisé, c'est qu'on va élire des gens aux 4 ans qui vont nous représenter, puis là, on est comme passif. Mais la démocratie liquide, c'est que tu décides la façon que tu vas faire la politique. Chaque personne le décide. On pourrait même, à la limite, dire moi, je vais, au lieu de voter pour un des 5 qu'on me propose, moi, il y a mon voisin, que ça fait 20 ans qu'il fait de la recherche, je fais vraiment confiance, je lui donne mon vote. Présentement, on nous impose des gens, puis on nous dit, ben c'est ça, là, donnez votre confiance à un de ceux-là. Puis on nous dit d'aller voter dans des petites boîtes, mettre notre papier dans la boîte en carton, puis qu'on signe, on met le oui voter. Mais je veux dire, aujourd'hui, avec la technologie, on pourrait voter en ligne. Ça pourrait être ça, justement. On pourrait avoir un blockchain, un registre public transparent. Puis on pourrait vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de comptage, que tout soit vraiment transparent. Mais tu as un numéro unique. Il y a juste toi qui as ton numéro unique. Mais quand tu vas le voir en ligne, tu vois que ton vote, c'est vraiment été confirmé. Puis en plus, plus loin, pousser encore plus loin le concept, je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'un alpha, de vouloir un alpha qui va nous être le roi ou le dirigeant ou le maître de cérémonie qui va dire, moi, je veux que ça se passe comme ça? Est-ce qu'on en est encore là? À vouloir louanger celui qui porte le feu dans ses mains. Aujourd'hui, on peut voter comme ce que tu proposes là. Dans le fond, on pourrait l'appliquer à un niveau où c'est qu'on n'aurait même plus besoin de ce leader-là. On décentraliserait le pouvoir. Ouais. On serait beaucoup plus en transfert d'expertise et de connaissances. Et en plus, dans un aspect, dans une vision, on va dire, plus de symbiose. Tu sais, si on regarde, là, on tombe un peu dans un autre sujet, mais mettons les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est comme le réseau souterrain qui connecte les plantes. Oui, les mycorhizes, c'est super intéressant. J'ai entendu un podcast en fait là-dessus. Puis, par exemple, admettons, tu as les champignons puis tu as les arbres, comment ils sont interconnectés sous le sol, qu'on s'en rend même pas compte. Je pense qu'il y avait découvert, il y avait un poisson qui avait été laissé sur le bord d'un arbre. Puis finalement, ils ont analysé l'arbre, ou je ne sais pas comment ils s'en sont rendus compte, mais ils ont vu que les champignons avaient absorbé le poisson et avaient nourri l'arbre à travers une symbiose sous le sol. C'est incroyable. C'est ça, oui. Ça fait que tu as M. Fortin, lui, il a passé au moins plus que 20 ans, en fait, il a fait des tests, puis il a vraiment prouvé que si tu viens bonifier avec les mycorhizes ou des processus X, ça va complètement transformer la rapidité à laquelle ça va pousser, la qualité aussi des connexions entre les végétaux. En fait, c'est comme notre Internet à nous qu'on pense évoluer. En fait, il est déjà là dans la nature de façon symbiotique avec des échanges de nutriments par les mycorhizes sous terre. Puis dans ce livre-là, qui parle des mycorhizes, la nouvelle génération, je crois, de M. Fortin, on voit que tu as un diagramme où est-ce que la base qui est le moins évoluée, c'est la compétition. Puis si tu veux être au sommet ou le plus évolué possible, on va aller vers la symbiose. Fait que si on compare avec notre société, on est encore pris dans la compétition. Les pays... Puis c'est ça, tantôt, tu mentionnais les Premières Nations, comment que nous, Christophe Colomb arrive, c'est au nom de la religion, l'ignorance humaine totale arrive là, éradication, génocide. Ouais. On aurait pu apprendre de ces peuples-là, de leur façon, de leur connexion avec la nature. On aurait pu même évoluer, les nations européennes auraient pu grandir, mis à part d'avoir découvert le tabac, là, je veux dire, c'était pas pour ça qu'ils s'en allaient là, ou le chocolat. Non. Il y avait une option maintenant de changer la connaissance spirituelle, puis une chance manquée, puis il y a moyen de grandir, puis justement d'avoir des exemples de la nature comme les mycorhizes, de voir comment ça peut nous inspirer à développer des systèmes qui vont être bénéfiques à la société humaine mondiale. C'est vraiment... C'est pour ça le biomimétisme, c'est l'étude pour copier un peu la nature, mais c'est le plus grand des enseignants, c'est la nature. Si on l'observe, on va voir que tout le monde a son rôle à jouer, puis on va pas chercher, mettons... comme si on fait pareil avec l'alimentation, on fait des champs de monoculture, mais ça va totalement à l'encontre de la résilience que la nature, comment elle se bâtit. Oui, puis quand tu regardes de l'espace, l'être humain, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça a l'air d'un virus qui s'étend. Oui. C'est épouvantable. Oui, puis tu sais, même si on va au niveau des sols aussi, des experts des sols, incroyables, puis on regarde l'activité des sols, puis on se rend compte qu'on l'appauvrit toujours. Puis en labourant en profondeur, puis en mettant des intrants chimiques avec des OGM, ça n'a comme pas de fin. C'est comme si on va dans une direction qui est totalement vouée à l'échec, puis on s'appauvrit plus qu'on continue dans cette direction-là. Puis tu as des gens qui disent notre direction fonctionne. Jean-Martin Fortier, là, il a annoncé qu'il allait lancer une nouvelle émission, justement, là, pour accompagner des familles dans la transition avec des potagers locaux, tout ça.
Fait qu'on a un beau modèle, les jardins de la Grillenette, la ferme des 4 temps, puis ça fait plus que 10 ans pour les jardins de la Grillenette, puis ils montrent une nouvelle façon de produire, localement, non mécanisée, avec la force humaine. Puis là, on se dit, comment ça se fait que c'est aussi long quand on a les preuves? En plus, c'est économiquement très intéressant. Oui, ben c'est parce qu'il y a l'infrastructure sociale, il y a tout le système en place mondial qui accommode les banquiers puis les élites. Mais en plus de ça, eux vont influencer les médias, les journalistes ne peuvent pas faire leur travail, puis ça, on a énuméré des nouvelles façons pour comment on pourrait pallier à ça. Mais en plus, il y a un manque d'éducation. Les élites encore, je vais les appeler de même, là, mais eux ne permettent pas à ce que les gens s'éduquent. Par exemple, les États-Unis, les gens ont besoin de 3 jobs pour payer leur loyer. Ils n'ont pas le temps d'aller étudier. Puis même s'ils étudient, ça va leur coûter s'endetter toute leur vie. Il faut éduquer les masses absolument. Ouais. Là. Même avec la crise actuellement, la soi-disant pandémie, en fait, si on remarque, tout ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'ils vont nous donner des mesures extérieures qui nous amènent des solutions. Donc, un masque, le vaccin, distanciation sociale. Tandis que le plus grand pouvoir qu'on a, c'est notre système immunitaire de le renforcer. Mais au lieu de ça, on nous dit, il y a une solution qui s'en vient, attendez, confinez-vous, mettez les masques, attendez le vaccin. Mais ça, c'est en dépendance avec un système qui, en plus, est même pas ouvert et dévoilé. T'sais, on se rend compte qu'un vaccin, c'est contrôlé par une organisation et c'est des données privées. Puis là, on va dire, fais-nous confiance. Puis les gouvernements prennent nos impôts ou bien ils s'endettent. C'est comme si on... Parce que si t'as une société qui va bouffer du McDo puis qui va pas faire d'exercice, ben c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde qui vont mourir. Au départ, c'était bon. En tout cas, il y a une bonne réaction, je trouvais, du gouvernement où c'est qu'on savait pas c'est quoi qui se passait. On a fait attention. Mais c'est ça, il y a une lacune point de vue social. Je veux dire, juste les urgences, comment que c'est épouvantable, comment que ça fonctionne pas. Puis c'est pour ça qu'ils demandaient au monde de rester chez eux puis de mettre des masques, parce que les urgences fonctionnaient pas. Fait que le monde ne pouvait pas aller aux urgences, puis les infirmiers, les infirmières, pauvres eux autres, qui étaient surmenés. Oui, puis même de regarder aussi les faits, de dire, bon, ben qui en décède, tu sais, les vrais faits, et de voir que c'est surtout des personnes âgées. Puis là, après, tu te dis... C'est eux qui ont été les victimes. C'est eux qui étaient pris dans des endroits fermés où c'est qu'ils se propageaient. 95% des décès qui se produisent là, ben pourquoi pas les aider, justement? Fait que si on a vraiment besoin de les aider, ben mettons le même pourcentage de nos effectifs là où ça compte. Mais l'affaire, c'est ça que ça devient... Ça tombe un peu dans le, entre guillemets, live and let die. Moi, c'est sûr, je veux pas être porteur de ça, puis... donner ça à quelqu'un qui risque, qui a de l'asthme ou qui a une maladie ou qui a un système immunitaire faible, puis moi de donner ça. Fait il y a l'idée de live and let die, puis ça, à quelque part, je veux dire, c'est juste une autre façon pour l'être humain de succomber à mourir, là, dans le fond. On est immortel, c'est comme ça la nouvelle de ça, c'est ça, c'est on peut mourir. C'est de l'humilité face à ça, c'est une leçon d'humilité, ce virus-là, cette situation-là. Faut faire avec notre mortalité à quelque part, mais je veux pas dire que moi, je vais aller... Moi, je porte mon masque. Moi, si je vais en public, je vais porter le masque, je veux faire attention, je veux respecter les autres. Je pense que c'est ça qui est important, puis j'ai été content de voir que les gens avaient du respect dans ce sens-là. Mais là, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, c'est sûr. Alimentation, faire attention, l'exercice, puis il manque ça à la société, je pense. Comme les McDo, les junk food, ça n'a pas de sens. Là. Ça vraiment. T'as Coalition Poids au Québec qui font un travail extraordinaire avec tellement de partenaires, puis eux autres, ils voient, mettons, toute la structure en place qui continue à perpétuer ce modèle-là. Puis, exemple, tu as un contrat qui va finir dans 2 ans avec un McDo à proximité, justement, des écoles. Ils vont s'organiser pour, en amont, prévoir une transition que ça va délocaliser pour amener des saines habitudes de vie puis des aliments sains à proximité des écoles. T'sais. Présentement, il n'y a pas encore de connexion là-dedans. Fait qu'on permet un peu... plein de choses qui ne sont pas nécessairement sensées, oui. Il y a aussi un exemple dans les derniers podcasts, c'est avec Rena Alab, on en parlait tantôt de Rena, c'est Loofah Farm. Loofah Farm à Montréal, c'est des paniers biologiques, c'est les toits verts où c'est que tu as des jardins qui sont poussés. Puis ça, cet homme-là qui a parti ça, c'est un Libanais. C'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est une autre bonne action, une bonne entreprise qui va
contrer cette espèce d'idée-là de McDo, de junk food, puis de consommation, puis de juste ne pas se soucier de son alimentation, puis de sa santé. Puis on en arrive à là aujourd'hui avec des urgences engorgées où c'est qu'il n'y a plus personne qui peut avoir accès à la médecine. Puis en tout cas, c'est un autre sujet qu'on pourrait aller plonger, mais tu devrais faire un podcast, ça. Tu devrais avoir des invités puis parler, tu sais, d'autres acteurs de changement ou des individus qui sont en lien avec ton projet. Puis, j'essaie d'avoir peut-être les lanceurs d'alerte. Ouais, ou n'importe qui, dans le fond, qui sont en lien avec toi, tes vocations puis tes valeurs. Puis... Parce que toi, ta motivation, c'est pas l'argent. Je veux dire, tu veux qu'il y ait une économie puis qu'on ait une infrastructure qui permette l'évolution de l'intellect humain et... Tu sais, ma motivation, moi, c'est de faire... donner les clés pour une espèce d'éveil de conscience qui amènerait un point de bascule. Puis ça, c'est pas une question... c'est une question d'argent peut-être, même s'il y avait des milliards, puis je paierais, je ferais un projet. S'il n'y a personne qui adhère à ça, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, puis si on n'a pas informé la population, ils ne vont même pas comprendre. Ceux qui sont dans le modèle purement, mettons, capitaliste, puis de garder le contrôle, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils donneraient les brevets à leurs compétiteurs. Moi, dans mon modèle, ce qui fait du sens, c'est de dire, OK, j'ai de la connaissance, parfait, je te donne ma connaissance, puis en échange, donne-moi quelque chose d'équivalent ou une espèce de résilience. Parce que des richesses, on en a amplement, c'est juste qu'on n'a pas les bonnes l'accapare. Il y a certaines personnes qui s'en accaparent. Tu sais, dans la nature, tu verras jamais, mettons, un arbre il va se prendre 8 sacs de feuilles en réserve dans les 5 prochaines années. Sauf que même pour nos assurances-vie, tous nos plans financiers, je ne suis pas nécessairement contre ça, mais j'ai de la misère avec le fait qu'on accumule les choses. C'est un peu étrange de prendre une assurance de 500 000 ou 1 million pour que tes enfants en héritent, mais toute ta vie, tu payes pour ça. Tandis que si c'était en temps réel pour la résilience collective, en sachant pas si ça va s'effondrer. Tu sais, en 2008, la crise qu'il y a eu, les gens ont perdu des milliers de dollars. Puis ils ont remis de l'argent aux mêmes places. Oui, ça a dévalué l'argent. Ça peut encore s'effondrer. Fait que je me dis, t'es bien mieux de bâtir sur du concret, du réel, que du spéculatif, puis des investissements. Tu sais, Oui, parce que c'est pas basé sur l'or. L'argent, depuis 1913, le Federal Reserve qui s'est accaparé du marché de l'argent, crée de l'argent. Ça crée de l'inflation. C'est pas basé sur l'or. C'est ex nihilo, en fait. Là, puis je pense que tant qu'il garde 10 de l'argent pour vrai, le reste, il apprête avec intérêt sans l'avoir vraiment. Tu sais, pour moi, j'appelle ça vraiment un jeu de Monopoly. C'est une espèce de... C'est un système qui fonctionnera jamais, en fait. Surtout quand tu regardes les chiffres, les États s'endettent toujours plus, puis ils ne pourront jamais rembourser. Comment tu règles l'inflation? C'est comme si tu joues au Monopoly, mais tu comprends que c'est pas tout le monde qui va gagner. Puis c'est comme si tu essaies de faire gagner tout le monde au Monopoly. C'est impossible. Les règles du jeu ne fonctionnent pas. Si tu ne changes pas le jeu, tu ne changes pas les règles, ça va toujours créer le même résultat. Oui, la classe moyenne disparaît. Puis, dans le fond, la game de Monopoly, il y a quelqu'un qui met les règlements. La game elle-même, le bout de carton sur lequel on joue, c'est quelqu'un qui le possède. Là. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas adressées que tu aimerais parler? Je sais pas, on peut peut-être faire un petit résumé sur le dernier projet qui marchait bien, en fait, qui était une initiative d'amener une transition socio-écologique par un modèle économique différent, donc une monnaie locale. Puis aussi, on permettait, en fait, de joindre autant les bénévoles que les représentants, que les experts conférenciers, que les marchands, investisseurs, même les livreurs, en fait, autour d'un projet québécois qui allait non seulement mettre de l'avant l'achat local, mais amener une dynamique transactionnelle en ligne de monnaie locale. C'est-à-dire que les marchands peuvent mettre en ligne des produits et services puis décider d'un pourcentage d'acceptation de la monnaie locale. Puis nous autres, on fait tout l'aspect technologique, numérique, en ligne. Fait que le marchand n'a même pas à le gérer. Donc, exemple, si tu vendais un service de captation pendant 1 heure pour une entrevue chez un marchand, bien, toute ta micro-boutique de vente en ligne, tu peux accepter de la monnaie locale. Puis tout se fait tout seul sans que tu aies à le gérer. Fait que ça, c'est ce qu'on a lancé comme projet de l'année en janvier 2020. Puis on est finaliste, mais étant donné
que les gagnants n'ont pas été annoncés à cause de la crise. C'est retardé à 2021. Donc, pendant 1 an, on ne sait pas si notre projet est gagnant, mais c'était dans les 40 ans et moins à la Jeune Chambre des commerces. Puis pour donner un exemple aussi de notre intérêt à amener les mesures d'impact, si tu vas sur le formulaire d'inscription des marchands qui ont dans la phase 2, tu peux descendre et tu vas voir les mesures d'impact, les cases à cocher. Là. On veut savoir en fait l'actionnariat, s'il est local, québécois, canadien ou pas du tout. La main-d'œuvre physique sur place et même virtuelle qui peut être à distance, est-tu local, Québec, Canada, au-delà? La main-d'œuvre en insertion sociale, est-ce qu'on fait des efforts pour essayer de l'intégrer aussi? Donner de la job à ceux qui ont encore plus de besoins que les autres parce qu'ils ont des difficultés d'intégration ou même des troubles physiques ou mentaux qui font que c'est encore plus difficile pour eux. Les fournisseurs, on veut savoir si c'est québécois, canadien ou au-delà du Canada. Ta matière brute, parce que tu as oui tes fournisseurs des éléments de ton produit, mais tu as vraiment, exemple, tes semences, ça peut être carrément ton tissu, ton coton, si tu... vraiment toute la matière. Après, si ta clientèle est-tu locale, Québec, Canada ou au-delà? Produits zéro déchet. Est-ce que tu as de l'éco-design et de l'économie circulaire dans ton modèle d'affaires, dans tes produits? Puis même tes retombées pour la transition socio-écologique. Est-ce qu'il y a des organismes que tu vas donner certains dons, tu vas contribuer à certaines causes sociales? Fait qu'en dressant un pedigree de l'engagement d'impact de l'entreprise, on va comme pouvoir la positionner sur notre marché B, pour amener une synergie des acteurs de la transition, puis amener certains avantages. Donc ça, présentement, ça c'est en ligne, puis les gens peuvent aller sur ce site web-là, marcheb.ca. Marcheb.ca, oui. En fait, il y a déjà la landing page avec les inscriptions générales dans inscription avec un s.marcheb.ca. Puis ça, dans le fond, ce projet, c'est pas un projet pilote, c'est appliqué ou... Oui, ça marche depuis novembre 2019. En fait, il faut comprendre que les systèmes actuels, ils permettent pas ça. Parce qu'ils sont dans un paradigme qui a une devise. Fait qu'il fallait créer la possibilité d'avoir 2 devises dans la même facture. Fait qu'on a réussi à créer ça. Puis tout gérer l'aspect transactionnel aussi. Fait qu'en novembre 2019, c'est un peu ça qu'on a débloqué. J'ai pas vu d'autres systèmes qui permettent de faire ça de cette façon-là. Ça va sûrement venir. Fait que ça ouvre la porte, en fait, à mettre la monnaie locale côte à côte avec le dollar canadien. Puis donner la possibilité aux marchands d'accepter de 0 à 100% en monnaie locale. Si tu vends un panier bio, mettons, 500$ en monnaie locale, puis si ta monnaie locale, comme le WISAC, là, qu'on intègre, te donne 5 fois plus de pouvoir d'achat, ben tes paniers bio pour ton année vont te coûter 100$ canadiens au lieu de 500$. Fait que tu sauves 80% grâce à la monnaie locale qu'on a intégrée. Fait que vous allez en entendre parler prochainement, c'est sûr, à travers tout le Québec. Ça va sûrement faire une nouvelle vague. Fait que le WISAC, c'est vraiment une monnaie qu'on n'a jamais vue, en fait, qui permet vraiment une transition, transformation, puis même un nouveau paradigme. C'est ça qui m'inspire de le voir, c'est de voir des gens qui inspirent les autres à agir, qui sont des acteurs de changement, puis qui ont un respect pour l'environnement puis la société, puis qui apportent des solutions, puis qui sont actifs à dialoguer, à communiquer, à joindre les gens, à créer des communautés pour qu'il y ait du changement. Puis ça, c'est absolument tellement important qu'on investisse dans les gens et leur force. Est-ce qu'il y a d'autres adresses Internet que tu voudrais partager, que les gens peuvent aller voir ce que tu as fait ou accès à tes réseaux sociaux? Il y aurait peut-être sur mon Facebook, Alexandre Guillemette, sinon LinkedIn, c'est mes deux médias sociaux principaux. Puis aussi, vous allez voir dans la section presse, là, autant dans btransition.com que marcheb.ca, il y a plusieurs références, puis il y a même les engagements là-dedans. Fait que partez du nom de famille peut-être, puis suivez le chemin que vous voulez. T'es présent partout sur les médias, sur Internet, donc allez voir ça absolument, Alexandre Guillemette, et puis Marcheb et tout ce que tu as entamé, c'est incroyable, c'est vraiment une inspiration, s'il vous plaît, allez voir ça. Donc merci Alexandre Guillemette, merci beaucoup d'être passé au podcast, puis on se reprend quand tu veux pour un autre podcast. Merci Eric. Merci là. Yes. Yes.